Bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Bonjour Cathy. Alors, beaucoup de plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois. Oh, c'est gentil. Beaucoup, Merci à vous de beaucoup, votre intérêt. bah, je vous en prie, beaucoup de plaisir à vous dire que notre première interview a été vue plus de 1600 fois et que nous avons eu également beaucoup de commentaires et dont certains qui s'étonnaient d'un petit peu la brutalité de la fin de notre première intervention. D'accord. Donc voilà, donc comme je l'avais précisé, ces interventions ont des objets particuliers et c'est pour ça que nous avions, comment dire, engagé le prochain thème, celui d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a arrêté un petit peu rapidement. Et c'est avec grand plaisir, évidemment, qu'aujourd'hui on va l'aborder. Et pour les personnes qui nous écoutent, je les invite à regarder, à aller chercher, à acheter votre livre voilà, je mets la quatrième de couverture à l'écran, qui est un livre passionnant, qui complète très bien tout ce qu'on dit et qui se lit mais comme un roman. Mais malheureusement pour vous, c'est pas un roman, c'est votre vie et c'est un vrai désastre que vous décrivez, que vous avez vécu en direct, que vous vivez toujours. Donc c'est important que les gens aussi vous soutiennent en lisant ce que vous avez écrit et je les en remercie par avance. Alors, ce qui est intéressant, merci de ce que vous dites, mais ce qui est intéressant, c'est que UBS, en 2015, alors que mon livre venait de sortir, puisque là, il a fêté ses 10 ans, en 2015, en février 2015, j'ai gagné au Prud'homme pour le harcèlement que j'ai subi chez UBS. Et il n'y a pas eu d'appel de la part de la banque. Et donc, ils ont appelé mon avocat de l'époque pour dire, écoutez, on va déposer une plainte en diffamation contre son bouquin, mais vous lui dites que si elle enlève la plainte qu'elle a déposée contre UBS, pas contre nous, en 2009, donc la plainte pénale, on a dû en parler la dernière fois, c'est-à-dire où je parle du démarchage illicite des banquiers suisses en France, de l'évasion fiscale en bande organisée qui en découlerait, du fait de cacher les comptes au commissaire aux comptes, puisqu'il y avait une double comptabilité pour ces comptes qui partaient en Suisse, et des motifs sociaux. Sociaux, c'était entrave à ma mission d'élu, puisque j'étais secrétaire à l'époque du CHSCT, Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, et harcèlement, placardisation, etc., etc. Donc en fait, si elle accepte d'enlever sa plainte contre nous, on ne déposera pas de plainte en diffamation contre son bouquin, et puis on lui fera un chèque de, je sais pas quoi, 80, 100 000 euros. Et William Bourdon, pour ne pas le citer, qui était mon avocat, qui me propose ça, vous voyez, un petit café, l'air de rien. C'était avant une émission, je me souviens, en haut de la tour de Radio France. Je lui dis, mais on ne négocie pas avec le diable. Mais enfin, tu devrais, sinon tu vas avoir des ennuis encore plus que tu as. Vous voyez comment ce monde est fait. C'est-à-dire que moi, j'ai 10 ans, voire 17, parce qu'en plus, avec les 5 ans que j'ai vécu chez UBS, ça a été une catastrophe. Donc, j'ai une carrière qui s'est arrêtée. Tout ça parce que je n'ai pas voulu pactiser avec le diable, finalement. Donc, c'est très, très bien foutu. Le système est très bien foutu parce qu'on oblige, entre guillemets, les collaborateurs et les entreprises à aller au prud'homme. Les entreprises n'en ont strictement rien à faire du prud'homme. Alors, quand je parle des entreprises, je parle surtout des multinationales. Quand vous êtes un commerçant et que vous avez 2 employés, c'est pas la même, c'est pas la même chose. Ça coûte 3 francs 6 sous. Les avocats vous font penser que vous allez toucher beaucoup d'argent au prud'homme, comme vous n'y connaissez strictement rien, vous leur faites confiance. Et puis après, quand vous rencontrez des gens, moi j'avais une voisine qui avait attaqué Canal+, chez qui elle travaillait, où elle avait subi un harcèlement. Elle me l'a dit après, elle me dit, mais moi aussi j'ai touché la même somme. En fait, c'est tarifé. Oui, c'est réglementaire, quoi. Un harcèlement, c'est 20 000 euros. Bah, si vous le savez, vous n'allez pas aller au prud'homme pour payer 35 000 euros de frais d'avocat. Moi, c'est pas que vous avez 35 000 euros de frais d'avocat pour avoir une somme qui est complètement dérisoire. Ça sert à quoi?
Vous passez votre temps pendant des années à faire des photocopies, des renvois, des machins. Aller au tribunal, c'est quand même pas un truc très facile quand on est un individu, un particulier, un citoyen. Et puis en plus, pour gagner rien. Ah oui, vous avez un jugement qui dit que vous avez bien été harcelé, mais finalement, moi, ça m'a coûté plus cher que… sûr. Voilà. Et puis alors après, on vous dit, ben, on va négocier un petit truc, elle ne va pas nous emmerder, elle ne va pas garder sa plainte pénale. Et l'avocat, finalement, il vous incite à le faire. Oui, oui. Donc moi, j'ai dit non. Donc pour revenir à ce que vous disiez gentiment, donc le livre diffamation pendant 7 ans et demi. Donc en fait, pendant 7 ans et demi, bien évidemment, les médias subventionnés, les médias mainstream n'en parlent pas. Comme les médias mainstream n'en parlent pas, personne n'est au courant. Donc ça incite pas les gens qui ont des recherches à faire sur justement l'évasion fiscale, sur la fraude, sur les lanceurs d'alerte, sur les gens qui travaillent pour l'État, sur la responsabilité des élus en entreprise, la responsabilité pénale des dirigeants, à s'intéresser à ces sujets. Donc ça, c'est pour l'intérêt général et pour la société en général, dire d'avoir un témoignage qui est quand même quelque chose de… Moi, j'ai relu, là, pour préparer notre entretien, je viens de relire le passage sur les douanes, dont on va parler aujourd'hui, mais c'est digne d'un roman policier, d'un thriller. C'est ça, d'un thriller, en fait, c'est ça. On a coupé les gens, vous voyez, d'informations cruciales, donc de quelqu'un qui dit la vérité et qui est mis en danger par l'État et par cette banque, par ces deux systèmes quelque part mafieux, parce que c'est des systèmes parallèles qui nous disent se battre, enfin l'État dit se battre contre les banques et contre l'évasion fiscale, et en fait quand on est dans une histoire comme la mienne, on voit que ce sont deux mafias parallèles, voire les mêmes, puisqu'il y a des recoupements. Mais alors donc, on coupe les citoyens d'informations, mais moi, mon bouquin, il aurait pu me permettre de, justement, de commencer une autre carrière pour aller parler en entreprise de ce que c'est que le lancement d'alerte, pourquoi il faut alerter, quels sont les enjeux de l'alerte, ou pourquoi parfois il vaudrait mieux ne pas alerter, qui est-ce qu'il faut alerter, d'expliquer aussi aux entreprises comment reconnaître un vrai lanceur d'alerte de quelqu'un qui voudrait justement nuire à l'entreprise en se camouflant avec un masque de lanceur d'alerte. C'est des sujets cruciaux. Alors, s'il y a des chefs d'entreprise qui m'entendent, c'est vraiment important. Mais s'il y a des gens de la société civile qui sont producteurs, réalisateurs, scénaristes, etc., sachez que toutes les velléités, parce qu'il y a eu beaucoup de scénaristes intéressés par mon histoire, et pour cause, parce que c'est un vrai… Bien sûr. C'est House of Cards. Un très beau scénario. Et tout ce que je ne peux pas dire, donc on pourrait romancer, enfin la vérité, mais qu'on pourrait faire passer dans une série. Ben en fait, moi ça m'a coupé justement aussi le fait de pouvoir collaborer à un scénario, le fait d'avoir une participation sur un film, le fait de je sais pas, le traduire, de montrer l'image de la France à l'international qui justement lutte contre la fraude avec les gens qui ont aidé l'État, etc. Et en fait, c'est là où on voit qu'il ne se passe rien parce qu'on est dans un État corrompu. Et la corruption, ça existe dans toutes les langues du monde, en espagnol, en anglais, tout le monde parle de corruption, la corruption. En français, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. On parle de prise illégale d'intérêt, d'enrichissement personnel, de compte offshore. C'est-à-dire qu'on a détourné complètement la société civile de mots, de vocabulaire qui les dépassent complètement. Alors vous étiez policière. Voilà, dans la vie professionnelle, vous avez un métier où bien évidemment toutes ces notions, ça vous parle, mais ça ne parle pas aux gens de la rue. Et qu'en fait, c'est un peu comme la finance, je ne sais pas si je l'avais expliqué l'autre fois, mais on a fait exprès de complexifier la finance et de dire que c'est un truc de spécialiste. Et ben, c'est un peu comme votre métier et tout le reste, on a tout complexifié, mais en fait, c'est de la corruption, tout ça. Et donc, c'est important aussi d'éveiller les gens sur toutes ces notions parce que tout le monde ferme les yeux et se taire, c'est être complice. Et que on ne peut pas dire qu'on veut un avenir meilleur pour nos enfants, on ne peut pas dire qu'on aime nos enfants si on laisse notre pays comme ça et si on laisse autant d'injustice. Je vous rappelle quand même, on a dû en parler, je ne sais plus, mais que M. Cahuzac, ministre du Budget, qui disait lutter contre la fraude avec ses comptes offshore chez UBS,
Alors, il a été condamné, soit, il est obligé de démissionner, soit. Mais enfin, il a quand même joué au golf là, depuis 10 ans Oui, en Corse où il réside. Il a quand même été recyclé comme médecin en Guyane, parce qu'une fois qu'on oui. a été condamné, on est recyclé par l'État. Et puis Avec là, son bracelet électronique, je crois. qui se représentait sans, comment Aucun dire, problème. ouais, sans problème. Alors, vous allez me dire, soit il n'a pas été élu, mais enfin, il y a quand même 10, 20, 30% Ouais. des gens de cette circonscription qui ont quand même voté pour Qui ont lui. voté pour Ça lui. montre l'état de corruption dans lequel nous sommes, nous, la France, enfin, les Français, nous sommes tous endormis par Oui, alors des tonnes de choses qu'on peut expliquer, notamment la peur, notamment le jean-foutisme, l'État-providence, mm, voilà, c'est ça. moi, je fais ma petite carrière, j'attends ma petite retraite et il n'y a pas de. Il manque quand même beaucoup de peps, vous voyez, beaucoup de Ouais. créativité, beaucoup d'enthousiasme. Les gens vont au boulot en traînant les chaussures. Le lundi matin, ils se disent tous oh, bah, bon courage. Hein. Et Mm. vendredi, c'est youpi. Youpi, c'est vendredi et on s'en va. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a un manque justement de passion, un manque d'intérêt, un Mm. manque d'enthousiasme. Et Ça moi, pétille pas, hein. Ça ne voilà, pétille pas dans notre mais monde. j'analyse Mm. ça parce que justement, toute la tête étant tellement corrompue, mettant tellement les gens sous pression, et en même temps, parce que le système est d'une perversité inouïe, en, comment dire, en assistant les gens. Moi, Oui, l'inspection du travail qui m'a laissé dans cette banque qui fraude, dont je dénonce la fraude pendant 3 ans, c'est l'inspection du travail qui me dit Madame Gibault, mais je comprends très bien que vous n'allez pas bien. Prenez des arrêts maladie. voilà. Mais comment Déposez c'est plainte et prenez des possible? arrêts maladie. Mm. Mais comment Comment c'est c'est possible? possible Ouais. qu'on soit le pays qui se dise avoir la meilleure réglementation en ce qui concerne le droit du travail? On est en train de le détricoter gentiment depuis 20 ans. Et qu'on nous dise en même temps, mais restez là, prenez des arrêts maladie, et que la sécurité sociale, il n'y a plus un rond, qu'il n'y a plus de médecins, que l'hôpital est en danger, etc. Il y en a marre de cette culture du mensonge. Il y en a marre de cette apathie. Il y en a ras-le-bol de cet endormissement généralisé avec des gros méchants qui disent écoutez, on vous file Ouais. 100 000 euros, vous enlevez votre plainte, et ça Et marche 9,9 fois sur 10. sur Moi, j'ai 10. dit non, parce que, comme je l'ai dit, j'ai donné une interview à Nexus où j'ai dit, mais vous savez, une femme, elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas enceinte à moitié. Mais l'éthique, Mm. c'est la même chose. Vous ne C'est pouvez pas être pareil. éthique le matin et ne pas l'être l'après-midi, ou l'être le soir avec vos enfants et votre mari et pas l'être dans la journée. Vous avez une personnalité, vous êtes quelqu'un d'entier. Donc, ça suffit. Les gens qui sont honnêtes, il faut aussi qu'ils aient un peu de courage maintenant et il faut qu'ils C'est participent ça. à un autre monde, à une autre société civile avec d'autres valeurs et en arrêtant d'attendre que c'est des gens au gouvernement qui vont, comme une baguette magique, être des gens qui vont tout changer. Ce n'est pas possible puisqu'ils sont le reflet de la société et qu'ils ont, eux, tous les éléments pour pouvoir avoir des comptes offshore, pour pouvoir mentir, pour pouvoir échapper à la justice, pour pouvoir se représenter, pour pouvoir s'auto-immuniser. C'est eux qui sont amis avec justement des policiers au gradé, des militaires au gradé, des gendarmes au gradé, que tout ça, c'est un entre-soi que vous Ouais. avez aussi découvert avec l'affaire de... Comment elle s'appelle, la fille de Kouchner qui avait sorti son bouquin il y a 2 ans, dont le beau-père Oui. violait Euh, son frère, et où elle expliquait qu'en fait, il était la, patron du la siècle. Famiglia Grande. La Famiglia Oui, Grande. la famille Grande. Ah, je ne me rappelle plus le nom. Je l'ai lu, ce bouquin, ouais. Mm, Oui, oui, mm, la mm. famille Grande, mais elle s'appelle, je ne sais plus, son Je nom ne de me famille, rappelle c'est plus. Kouchner. Je me rappelle Et en plus. fait, elle explique que le siècle, mais le siècle, c'est tous les journalistes de plateau, donc ce n'est pas ceux qui gagnent le SMIC, hein, c'est des gens qui gagnent des dizaines, voire plus, des milliers d'euros par mois, qui sont dans ces fameux clubs humanistes, philosophiques, enfin vous les appelez comme vous voulez, Mhm. avec des patrons de banque, avec des patrons de multinationales, avec des politiques, et qui s'arrangent pour... Ben oui, c'est un entre-soi, Là, ils c'est se la distribuent les cartes. plutocratie. Ils se Pardon. distribuent les cartes. C'est ça. Ils distribuent les cartes. Voilà. Et puis, quand ça chauffe un peu pour un truc, ben on se dit, machin, on va le mettre là en attendant. Et puis, on va le faire remplacer par truc. On va créer une autre polémique sur un truc. Et j'en discutais avec je sais plus avec qui c'était l'autre jour. En fait, il n'y a pas de mémoire.
Les gens ont une mémoire de poisson rouge. Ils ne se souviennent pas. Et comme ils ne se souviennent pas, ben on joue sur toujours les mêmes trucs, toujours plus de peur, toujours plus C'est de ça. diviser pour mieux régner, toujours plus de... Ça fait 25 ans qu'on nous dit la rentrée, ça va être terrible, la rentrée, ça va être terrible, et puis les Oui. syndicats et les machins. Les syndicats, eh ben, ça tombe bien, puisque moi, quand j'étais au CHSCT, j'étais syndiquée pour avoir quand même un appui, parce que parfois, il y a quand même des textes de loi sur lesquels s'appuyer quand vous allez en réunion de CHSCT ou de CE, hein, sur, je ne sais pas, moi, une femme enceinte qui doit être licenciée. Enfin, je vous donne des exemples qui me passent par la tête, c'est-à-dire des choses qui dépendent du droit du travail, et ce n'est pas parce que vous êtes élu en entreprise que vous êtes un spécialiste du droit du travail en entreprise. Mais le SNB, dans mon histoire, il est où ? Syndicat national de la banque. J'ai rencontré Sophie Binet, pour ne pas la citer, qui était à l'époque à la CGT Cadre, qui maintenant est la patronne de la CGT depuis l'année dernière. On l'a beaucoup vu, notamment par rapport à la réforme de la retraite, hein, n'oubliez pas. Elle était un peu partout, et d'ailleurs toujours partout. Ils sont où tous ces gens-là dans mon dossier ? Alors quand je vous dis mon dossier, ce n'est pas pour parler de moi, c'est parce que l'affaire UBS, elle tient toutes les autres. Elle tient des affaires politiques, on a parlé de Cahuzac à gauche, mais l'affaire Bettencourt, n'oubliez pas, avec Madame Bettencourt qui avait ses comptes de 70 millions d'euros chez UBS à Genève, qui aurait aidé à financer la campagne politique de Sarkozy en 2007, pour laquelle M. Woerth, qui était secrétaire de la campagne, a eu un non-lieu. Vous voyez, c'est marrant, ça ne l'intéresse pas. Il y a cette liste de 40 000 comptes donc, qui ont été transmis après 4 ans de bataille suite à cette histoire. 40 000 comptes, ça n'intéresse pas ni un journaliste d'investigation, ni un mec de gauche, ni un syndicat, ni une association, qu'elle soit association de droits de l'homme, association qui lutte contre la fraude, association... Le dossier UBS, c'est le dossier explosif qui tient tous les autres. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai été muselée, j'ai été enterrée, alors enterrée par le bouquin, et puis le deuxième que j'ai sorti, préfacé par Assange. C'est là où j'ai été complètement sortie des médias et tout le reste. Et je n'ai pas compris en 2017 la traque des lanceurs d'alerte. C'est de celui-ci que vous parlez. Oui, la traque des lanceurs d'alerte. La traque des lanceurs d'alerte. Voilà. Préfacé par Assange. J'ai pas compris pourquoi d'un coup on muselait comme ça. Parce que l'idée, elle était justement quoi ? Elle était de fédérer les lanceurs d'alerte, qu'on peut qualifier d'ambassadeurs de l'éthique, c'est-à-dire des gens qui veulent un monde plus transparent, plus propre, etc. Et je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que Assange était l'épouvantail, l'ennemi numéro 1, alors qu'il a quand même... avec son travail d'investigation et les équipes de Wikileaks, montrer que toutes ces guerres étaient créées que sur du mensonge, que ça ne crée bien évidemment que du chaos chez les citoyens, que tout ça, c'est au nom des citoyens d'aller déclarer ces guerres, finalement uniquement pour l'intérêt du complexe militaro-industriel, avec des rétrocommissions pour tous les apporteurs d'affaires. Donc les apporteurs d'affaires sont qui ? Qui déclare les guerres ? Qui dirige les équipes des militaires ? Qui est donneur d'ordre ? Et en fait, tout ça, ça rejoint encore une fois le dossier UBS, le dossier de la banque offshore, le dossier du mensonge, le dossier des politiques qui sont tenus par tous ces dossiers. Et c'est bien pour ça qu'on muselle les gens. Mais ce dont moi je me suis rendu compte aussi à mes dépens, c'est qu'une fois de plus, j'étais complètement naïve. C'est-à-dire que des lanceurs d'alerte, il y en a quelques-uns, mais c'est comme l'histoire de la femme enceinte, qu'il l'est ou qu'il l'est pas, et bien là, ils sont éthiques à moitié. Et alors là, vous me dites, il y a un truc que je n'ai pas pigé. Mais non, en fait, ce qu'on n'a pas compris, et je remercie un enquêteur qui travaille avec moi, qui est la personne qui nous a présenté d'ailleurs, je ne vais pas dire son nom pour le protéger, mais avec qui on a décortiqué tout ça, se dire, mais comment ils peuvent d'un côté dire la vérité et de l'autre côté se taire sur d'autres ? Alors, on a essayé de comprendre, et là, je parlais des syndicats à l'instant, des associations, des partis politiques, c'est qu'en fait, ils ont déguisé le lancement d'alerte, et c'est pour ça qu'il y a eu la loi Sapin, la loi Wasserman, la directive européenne. Pourquoi ? Pour faire que ce soit pour une idéologie.
C'est-à-dire que c'est soit des gens affiliés à des partis politiques ou à des syndicats qui vont aller alerter, ça peut intéresser toute votre communauté de policiers et de toutes les professions réglementées qui nous écoutent, parce que ça, c'est pas une parole qui est dite. Personne, à part moi, va parler de ça. Et pour cause. C'est-à-dire que tous ceux qu'on avait essayé de rassembler dans une association qui s'appelait le Lobbying Citoyen en 2016, donc il y a 8 ans, c'est-à-dire toutes ces figures qui émergeaient comme ça de la société civile en disant j'ai dénoncé ceci, j'ai dénoncé cela. Et bien ça n'a créé que des comités théodules qui en fait n'ont absolument aucune éthique, qui n'ont à leur tête aucun lanceur d'alerte ou aucune personne ayant fait ses preuves. On peut parler de la Haute Autorité à la Transparence de la Vie Publique qui s'est créée après l'affaire Cahuzac avec donc ses comptes chez UBS. On peut parler de la Maison des lanceurs d'alerte. On peut parler... C'est en fait des trucs qui sont des trucs très juridiques. Pardon ? Oui, non, je ne voulais pas vous couper dans votre phrase, mais je voulais vous dire que c'est passionnant tout ce que vous dites. Hein. On est complètement hors sujet. On vous a oublié. On a oublié votre affaire. Donc, je l'ai noté, le lobbying 2016. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une capsule. Lobbying citoyen. Voilà, lobbying citoyen. Parce que c'était l'idée de dire justement, comme plus rien ne va à la tête de l'État, ce qu'il faut, c'est inverser la pyramide et que ce soit les gens du bas. Bah oui, c'est un peu comme l'histoire des Gilets jaunes. C'est-à-dire de rassembler toute la population avec des vigies citoyennes qui sont justement ambassadeurs d'une éthique. Et puis écoutez, tous les lanceurs d'alerte qu'on a vus depuis 10 ans dans les médias, il n'y en a pas un qui vous prononce ce mot éthique. Et puis en fait, quand vous réécoutez, vous cherchez, vous comprenez que c'est encore un truc qui s'est fait contre les populations. Extraordinaire. Je pense que ça pourra faire effectivement l'objet d'une de nos capsules. Parce que quand même, nous avons invité les gens à on va plus quitter. Mais oui, mais c'est passionnant tout ce que vous dites. Puis alors, vous avez une fluidité dans les idées, dans la façon dont vous les exprimez. C'est extraordinaire. Hein. Je me lasse pas de vous écouter, mais il faut qu'on se recadre. D'autant plus qu'il s'est déjà passé 23 minutes. 23 minutes. Alors, mon but, c'était de faire un tout petit résumé de ce qui avait été fait, de ce qu'on a dit la fois d'avant, pour ensuite vous laisser la parole. Donc, je vais vraiment encore raccourcir. Simplement, vous êtes entré chez UBS avec beaucoup de passion, avec toutes vos compétences que vous pensiez mettre au service d'une banque pour le bien-être de cette banque et de ses clients. Donc, une banque d'affaires, une banque de clients riches. Et en fait, votre service a été, on va dire, détourné de ses buts, initiaux et utilisé, en fait, pour permettre à, vous me rectifiez si je me trompe, à des chargés d'affaires étrangers de récupérer des clients, des riches clients français pour faire en fait du détournement fiscal, et du blanchiment d'argent, enfin bref, les carnets de lait dont vous nous avez déjà parlé l'autre jour. Et donc vous vous en êtes aperçu alors vraiment petit à petit. Alors la première alerte pour vous, c'est l'affaire Bickenfeld aux États-Unis, où c'est un chargé d'affaires qui va dénoncer, avant que ça n'explose, vraiment le même système aux États-Unis, de façon à bénéficier de la clémence des juges, et puis d'empocher plusieurs dizaines de millions d'euros quand même du fisc américain pour remerciement pour ses loyaux services. Ensuite, vous allez être dégradé dans vos missions, dans vos responsabilités. Vous allez subir des humiliations, des placardisations avec une chef de service qu'on vous met là au-dessus et qui est tout à fait maltraitante, mais qui en fait suit, je pense, des consignes qui lui ont été données. Et en fait, la troisième alerte, c'est un ami qui vous appelle un jour, un ami juriste qui vous appelle, qui vous prend des nouvelles. Et vous lui racontez ce qui vous arrive. Et là, lui, il percute tout de suite. Il vous dit, mais il faut que tu ailles voir un avocat. Il vous dirige vers un avocat. Tu es en danger, quoi. Hein. Tu es en danger, tu risques ta peau, mais tu risques aussi ta responsabilité pénale, ce que cet avocat va vous confirmer. Et donc, là, soudainement, tout d'un coup, vous avez un numéro masqué sur votre portable et c'est une personne des douanes qui prend contact avec vous. Et là, maintenant, à vous de suivre l'histoire. Je vous remercie et je vous écoute. Non, mais je ne sais plus où on s'était arrêté donc la dernière fois. À l'appel de cette personne des douanes qui vous convoque dans son bureau.
Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des gens qui prennent que cet épisode-là. Donc, en fait, moi, en 2009, l'inspection du travail me demande de déposer une plainte contre UBS, ce que je fais. Difficilement, parce que j'explique que UBS, c'est quand même une des banques les plus puissantes au monde. Mais j'ai obéi à cette inspection du travail qui me dit: Madame Gibault, nous sommes là pour vous protéger. Je reste dans cette banque qui fraude, dont je dénonce la fraude, donc en étant isolée, placardisée, en état de fragilité. Et je me retrouve à Roland-Garros en juin 2011, où je reçois, le premier jour du tournoi, un appel masqué sur mon téléphone portable, effectivement, et au bout de 2 phrases, je comprends que c'est chef de mission, directrice des douanes. Et moi, je lui dis: mais madame, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Moi, des Suisses dans la banque, j'en vois plus. Des Suisses sur les événements que j'organise, j'en vois plus. Il y a une muraille de Chine entre mon bureau et mes collègues de Genève, avec qui je travaillais main dans la main pendant 10 ans. Je dis, depuis que moi j'ai déposé cette plainte, depuis l'affaire Birkenfeld, j'ai plus de contact avec eux. De toute façon, on n'a plus le droit. Il y a des nouveaux process dans la banque. Je dis, écoutez, je ne comprends pas ce que je peux faire pour vous. Et elle me dit: nous voudrions vous voir. Et je lui dis: madame, je ne peux pas. Moi, je suis à Roland-Garros pendant 2 semaines. Roland-Garros, c'est un tournoi de tennis qui dure 15 jours, samedi, dimanche, jour férié compris, je ne peux pas. Et elle me dit: mais quand vous sortez de Roland-Garros, qu'est-ce que vous faites? Ben, je lui dis: après, moi, je fais ma journée au bureau. Vous voyez, c'est ça, hein, travailler les cadres, c'est pas 9h, 5h. Hein, c'est-à-dire, vous faites une journée qui dure 8 heures sur un tournoi, et puis après, vous faites votre journée de 8 heures au bureau, ou 5 heures ou 6 heures au bureau. Enfin, vous faites ce que vous avez à faire. Et elle me dit: ah non, non, mais on veut vous voir aujourd'hui. Quand vous sortez de Roland-Garros, on vous attendra devant le magasin Vuitton sur les Champs-Élysées. Alors, comme je viens de le relire là avant de commencer, donc ça m'a mais j'ai l'impression d'y être là. Pourtant, c'était en juin 2011, donc ça fait 13 ans. 13 ans. Comme j'avais 5 minutes de retard, c'est ce que c'est de prendre le métro à Paris. Je remontais les Champs-Élysées, elle m'appelle, mais je lui dis: mais comment va-t-on faire pour se reconnaître? Une question normale, d'un citoyen normal. Mais elle me dit: mais nous avons beaucoup de photos de vous, ne vous inquiétez pas, nous savons qui vous êtes. Puis là, en montant, je me dis: il y a un truc qui ne va pas. Si on se remet dans le contexte, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je suis en état de terreur, que pour moi, dans ma tête, l'ennemi, c'est UBS. J'ai un avocat qui me dit: faites attention quand vous traversez la rue, qu'il n'y ait pas un camion qui déboule comme ça. Alors, je ne vais pas dire que vous venez de parano, mais vous vivez dans un monde où vous basculez, un thriller. Votre vie bascule. N'oubliez pas que je suis une maman, je suis une femme. Enfin, moi, je ne suis pas du tout habituée à des techniques de gangsters. Donc, j'arrive à essouffler parce que j'avais un peu de retard. Et puis, cette dame me dit: nous allons traverser l'avenue. Et elle m'emmène au sous-sol de la Fnac. Et là, je me dis: mais qui est cette femme? Je ne la connais pas. J'en sais rien. Ça peut être aussi bien une cliente de la banque très puissante et qui est, j'en sais rien, moi, mandatée par je ne sais pas quoi. Ça peut être la banque, le service, parce que sécurité de... J'ai jamais parlé de ça. Tiens, c'est une grande première. Il y a une sécurité pour certains clients dans la banque, les clients qui ont un profil très, on va dire, charismatique, c'est-à-dire soit des superstars du showbiz, soit des personnes politiques qui sont bien évidemment excessivement connues dans le monde. Donc il y a tout un service de sécurité qui est formé d'ailleurs par la CIA. Ce serait intéressant qu'il y ait vos enquêteurs qui cherchent pourquoi. Une banque suisse à Zurich a son service sécurité dont les mecs sont formés par la CIA aux États-Unis. Donc bref, il y a plein de trucs qui me passent par la tête, et puis j'arrive, en fait, je me dis: mais je vais disparaître au fin fond de ce magasin, soit assassiné, soit disparaître dans un baril de je ne sais pas quoi. De vitriol. Et puis arrive un autre monsieur, et donc ils me sortent leur carte avec le drapeau bleu, blanc, rouge.
en me disant: «Nous travaillons pour les douanes judiciaires, nous savons que la fraude continue chez UBS». Et moi, je leur dis: «Non, non, il n'y a plus de banquiers suisses en France, il n'y en a pas sur les événements. Voilà, moi, je ne travaille plus avec Genève. Tout ça, c'est fini». Et ils me disent: «Non, non, non, nous savons que la fraude continue. Nous voulons la liste de tous les clients qui seront dans votre loge pendant 15 jours». Moi, je dis: «Mais c'est les clients d'UBS France, c'est pas...» «Non, non, non, nous voulons la liste des clients, nous voulons la liste des chargés d'affaires, nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons cela». Alors, je ne vais pas dire façon Gestapo, parce que je suis polie, mais C'est autoritaire. voilà, c'est pas vous qui êtes en train de m'interviewer, hein, gentiment, pour me dire: «Stéphanie, Ouais. on va vous écouter, hein». Moi, j'étais en état de terreur. Et je vous rappelle que dans mon cerveau, l'ennemi est UBS. Moi, c'est ceux qui m'ont enlevé mon métier, qui m'ont placardisé, harcelé, fait faire une dépression, donné mon métier à quelqu'un d'autre qui avait voilà, qui a envoyé des mails dans la banque en disant que je racontais n'importe quoi, que j'avais inventé une histoire, que je mentais, qui ont fait en sorte que quand j'entrais dans une cafétéria, tout le monde se taisait ou tout le monde partait. C'est-à-dire que je me suis retrouvée du jour au lendemain, si je parle de Gestapo, c'est pas rien, j'ai eu l'impression, moi, d'avoir une étoile jaune. Vous voyez, du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous n'avez juste rien fait à part continuer à être vous-même, et qu'en fait, parce que vous êtes honnête, d'un seul coup, tout le monde vire. Tout le monde. C'est-à-dire tout le monde prend ses distances avec vous. Donc moi, finalement, après avoir eu peur qu'ils me mettent dans un baril de je ne sais quoi et que je disparaisse, finalement, je me dis, alléluia, les douanes françaises, la France, je suis sauvée. Et je suis sauvée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça veut dire qu'il y a enfin quelqu'un qui va m'écouter. Donc, je me retrouve à Roland, donc je pars à la banque. Je vous dis, il y a de quoi devenir quand même complètement schizophrène. C'est-à-dire que vous avez là deux mondes qui, a priori, s'opposent. Je fais ce que j'ai à faire à la banque. À Roland-Garros, donc pendant 2 semaines, ils me suivent avec des enquêteurs, des photographes, leurs équipes. Ils me demandent des tonnes d'événements et arrivent effectivement 3 ou 4 événements que je relate dans La femme qui en savait vraiment trop, parce que je viens de les relire et il y a même des trucs qui m'avaient un peu échappé, où à 3 ou 4 reprises, effectivement, je me retrouve, le hasard de la vie faisant, je me retrouve nez à nez avec un de mes collègues de Lausanne, que j'ai un peu de mal à resituer. Sur le coup, je me dis, c'est le fiancé ou c'est le mari de quelqu'un que je connais. Enfin, j'étais un peu, voilà. Où je me retrouve nez à nez avec des clients français bookés à Genève, pour lesquels moi, j'ai pas de billets et pour lesquels l'hôtesse d'accueil pense que moi, je suis leur point de... Le référent. Voilà, alors que justement... Et puis, on a essayé de détricoter avec les douanes pendant 15 jours, mais qu'effectivement, si les Français bookés à Genève et si les banquiers suisses arrivent toujours à être à Roland-Garros, où est-ce qu'ils achètent leurs billets? Vraie question, puisque c'était plus moi. Moi, j'avais mes billets pour la France, enfin pour UBS France. On va essayer de comprendre un certain nombre d'éléments. Et je vous dis, moi, j'ai pensé que c'était des gens qui étaient là pour la bonne cause et puis qui finalement allaient me sauver des griffes du grand méchant loup. Sauf que comme j'étais complètement au bout du rouleau, moi, j'ai vu qu'un prisme de l'histoire. J'ai quand même été surprise parce que j'ai vu donc ces équipes de douaniers de fin mai 2011 jusqu'à l'été 2012. D'accord? Je vous dis ça, c'est une parenthèse qui est quand même excessivement importante, puisque Michel Sapin, vous n'avez pas échappé que Michel Sapin était le ministre des Finances sous François Hollande, qui s'était fait élire en disant mon adversaire, c'est la finance. Michel Sapin m'a dit qu'en fait, je n'étais qu'un témoin utilisé dans un dossier. Alors, comme m'ont dit certains policiers, que vous connaissez certainement, un témoin, ça témoigne. Moi, je ne suis pas un témoin, puisqu'on m'a demandé de sortir des informations confidentielles des serveurs d'une banque étrangère. Donc, imaginez si les douaniers français n'avaient pas été des douaniers français. Moi, je n'aurais jamais été capable de faire la différence. Imaginez que moi, je sois allée à Vincennes dans leur bureau, qui n'aurait pas été leur bureau.
voyez, un peu une Oui. fiction complète. Oui. Mais que vous comprenez les enjeux liés à ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, quand une entreprise qui déconne, qui fraude, excusez-moi d'être vulgaire, une entreprise qui fraude, qui a des pratiques illicites, mais des collaborateurs dans un état de faiblesse comme ça, il serait quand même intéressant de voir qu'elle pourrait, la personne mise en faiblesse comme moi, travailler pour une puissance étrangère sans le savoir. Imaginez s'ils n'avaient pas été français. Vu l'état dans lequel je suis, si vous voulez, je suis quand même en train de me demander si ces gens-là sont vraiment au service de la France ou pas, hein, en plus. Même si c'est par définition des vrais fonctionnaires et qui travaillent bien là où ils travaillent et qui sont bien français. Donc moi, pendant 1 an, ben, je le rapporte à Vincennes, ce qu'ils me demandent. Ce qui me surprend toutefois, c'est qu'il y a des choses dont ils ne veulent pas. Alors, je ne dirai pas quoi ici, parce que c'est quand même des choses très importantes, mais c'est très surprenant que travaillant sur un dossier de fraude fiscale avec l'UBS, qui est le dossier le plus important de fraude fiscale en France, avéré, ne veulent pas d'une partie des éléments. Ils disent non, non, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est pourquoi. Alors, qui pourrait répondre à ça? Donc moi, je fais ce qu'ils me demandent de faire, je suis une bonne élève, en plus je leur fais super confiance, exactement comme j'ai fait confiance à l'inspection du travail, exactement comme j'ai fait confiance à mon employeur pendant plus de 10 ans. UBS, qui me surveillait forcément depuis un moment, UBS qui, par ses services de sécurité, a la possibilité, on va dire, d'espionner, entre guillemets, ses collaborateurs. Moi, je me souviens rentrer, oui, il y a 15 ans en arrière, où on commençait tous à avoir des mails, etc., qui arrivaient à la maison. On a commencé tous à avoir des box, etc. Moi, j'avais des mails à la maison qui arrivaient dupliqués 25 fois, qui étaient déjà ouverts. C'est-à-dire des trucs complètement anormaux. Mon fils aîné, je me souviens, qui avait 13 ans, qui m'appelait quand il sortait de l'école ou qui m'envoyait un texto, ou moi qui lui écrivais en disant je serai en retard, je serai je sais pas quoi, tout va bien, etc. Mon fils recevait pas mes textos, moi je recevais pas les siens. Donc quand même des trucs très étranges. Hein. On est bien avant Snowden et bien avant la surveillance de masse dont on a connaissance aujourd'hui. Donc UBS a forcément eu vent que je travaillais avec ces gens. Ça paraît évident. Donc, comme tout est cloisonné chez UBS, mais dans les services de l'État, vous ne savez pas qui c'est quoi. Et moi, par définition, dans la banque, à qui vous voulez que je parle? Il y a quand même certains membres du CHSCT qui ont écrit des attestations contre moi, en disant c'est elle qui a rédigé les PV de CHSCT, c'est pas moi. C'est désolidarisation les plus totales. Ouais. C'est là, vous vous rendez compte hein, de la faiblesse de l'être humain, de ce que la peur peut faire chez l'être humain. C'est-à-dire que, quand on parle de ces dénonciations pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., vous vous demandez comment c'est possible. Et ben, si vous avez vécu chez UBS, moi j'avais une collègue qui m'avait dit ça, une collègue qui était partie en 2009. C'était pas forcément quelqu'un qui je connaissais bien ou avec qui je m'entendais bien, mais quand elle est partie d'UBS, elle m'avait dit, avec un regard un peu glacial comme ça, en fait, cette banque fait ressurgir le plus mauvais de ce qu'il y a chez chacun. Et j'ai retenu sa phrase parce que c'est exactement ça. Et parfois, je me demande, en regardant l'état de notre pays, si ce n'est pas une volonté stratégique de faire aussi que chacun, vous voyez, que vous soyez à vélo, en patin à roulette, en scooter, en moto, en voiture, en camion, enfin, on voit bien qu'il n'y a plus rien les gens n'arrivent plus. La dame avec sa poussette ou la personne âgée qui a du mal à marcher, on voit que tout le monde est en état comme ça et que ça un jour, ça ne peut pas faire autrement. On voit bien que ça crée quand même énormément de violence, énormément d'incivilité, mais c'est qu'il y a quelque chose de voulu derrière. Ce sont des stratégies. Et finalement, c'est la même stratégie que celle que j'ai vécue contre UBS. Alors donc, moi, je suis licenciée d'UBS en 2012, j'imagine, parce que UBS est au courant de ce travail que je fais avec les douanes et que je n'ai pas d'autre choix que le faire, comme j'ai déjà dit. Et quel type de licenciement vous allez subir? Alors, comme UBS avait fait un plan social de 100 personnes
et qu'elle avait coupé partout dans ses équipes et qu'elle a été obligée de restructurer ses équipes en fonction de ses intérêts. Moi, je vous ai dit, mon poste avait été donné quand même à quelqu'un qui a la moitié de mon âge, dont mes parents étaient clients à Genève. Vous voyez, les événements, on a compris que ça passait plus par moi, mais que ça passait par 2 ou 3 échelons au-dessus. Vous voyez, quand on parle de méritocratie et qu'on parle en fait que les pires, les plus corrompus ont des promotions. Donc moi, je suis licenciée pour ce qui s'appelle des licenciements individuels groupés. C'est-à-dire qu'un plan social, je crois que c'est au-dessus de 15 personnes. Il faudrait vérifier les chiffres exacts, mais je crois que c'est au-dessus de 15. Si vous licenciez moins de 10 personnes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui s'appelle un PSE. Par contre, moi, j'étais toujours salarié protégé. Il me fallait l'accord de l'inspection du travail. Donc, avec Mme Laurent Guérin, DRH d'UBS, on va faire le scoop que je viens d'apprendre. Mme Laurent Guérin, DRH d'UBS, qui donc quand même était la directrice financière d'UBS avant qu'elle ait les 2 casquettes, parce qu'elle a été directeur financier et DRH. Puis à un moment donné, il y a quand même un truc déontologiquement qui ne marchait pas, puisque vous ne pouvez pas recevoir des poules bonus d'un côté et puis de les distribuer de l'autre. Donc, elle a laissé tomber sa casquette de financière et n'est restée que DRH. Ben, je viens d'apprendre que là, après presque 30 ans chez UBS, elle est arrivée comme moi en 1999, elle vient d'arriver chez Natixis. Donc, qu'est-ce que c'est que Natixis? Il va falloir quand même qu'on s'occupe un peu de savoir quelle est l'éthique des collaborateurs de Natixis et surtout des dirigeants qui recrutent des DRH qui m'ont fait subir des choses absolument épouvantables, qui sont quand même responsables de ça. Responsables. Alors, il y a des gens qui peuvent dire, c'est même Lagarde d'ailleurs qui avait été condamnée dans le dossier Crédit Lyonnais, responsable mais pas coupable. Voilà, ça résume tout. Belle formule. Ça résume tout, responsable mais pas coupable. Donc, Mme Laurent Guérin, qui a largement participé à mon naufrage, puisque c'est elle qui a envoyé les mails aux collaborateurs dans la banque pour dire que tout ce que je racontais, quand même, c'était absolument n'importe quoi, qui m'a convoqué dans son bureau un nombre de fois incalculable et qui me disait « Mais non, il n'y a jamais eu de Suisse dans la banque, mais tu es fatigué, tu as besoin de vacances, tu as besoin de repos, tu es un peu surmené. Je suis jalouse de ma supérieure hiérarchique parce que c'est pas moi qui ai eu son poste. » Vous dites, mais de la manipulation. Ah, mais la manipulation, il faut le prouver, il faut machin. Et puis de toute façon, comme la justice derrière ne condamne pas ces gens-là, mais qu'au-delà de ça, il n'y a même pas de justice professionnelle puisque les entreprises recrutent des gens qui n'ont aucune valeur éthique. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de collaborateurs mis en examen et condamnés dans le dossier UBS, ne serait-ce que Patrick Defayette, directeur général, qui était mon boss direct. Mais ces gens-là ont tous été embauchés par la concurrence à partir du moment où ils ont quitté UBS ou ont eu des promotions chez UBS. C'est là où c'est important de comprendre. C'est que, OK, il y a des dysfonctionnements de l'administration, mais un pays, ce n'est pas que de l'administration. Un pays, c'est aussi des entreprises. Et on voit bien que finalement, les valeurs de l'entreprise sont exactement comme celles d'UBS. On n'embauche que les gens qui font partie du système, qui ferment les yeux, qui harcèlent les gens honnêtes, les gens compétents. Bon, il n'y a personne qui aimait plus son boulot que moi. Moi, j'étais une passionnée de mon métier parce que j'aime les gens, parce que voilà, c'est ma personnalité et que même si je travaillais beaucoup et que c'était au détriment d'autres choses, voilà, mon métier, c'était d'être ambassadeur de cette marque. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et qu'en fait, eux, il n'y a absolument pas d'émotion. C'est comme ça. Ça me rappelle justement, on peut faire quand même certains parallèles avec ce qui s'est passé il y a 80 ans. Hein, vous comprenez? C'est comme ça. On applique la règle. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de bien. Si demain, on vous dit que la personne n'est pas quelqu'un de bien, c'est comme ça. Et vous êtes tué. Alors moi, ce n'est pas avec une balle dans la tête ou dans un baril d'acide. Moi, c'est financièrement, économiquement. C'est quand même ruiné ma réputation par rapport à ces articles de presse où on disait cette femme absolument raconte n'importe quoi et délirante. C'est vous mettre des plaintes pendant 10 ans sur le dos. 10 ans. 10 ans. Mais qu'est-ce que j'ai mérité, moi, pour ça? Enfin, je veux dire, ça veut dire que les associations, les syndicats, les ONG, justement, les fonctionnaires, mais non, ça n'intéresse personne.
Et c'est pour ça que le système est très bien foutu, hein, c'est vraiment machiavélique. Alors, j'en étais où? Donc, moi, je travaille avec les douanes, je me fais licencier. Vous me demandiez comment? Donc, licenciement individuel avec Béatrice Lorrain-Guérin, DRH d'UBS, et Hervé Mercier-Hitier, directeur des services informatiques, qui était devenu directeur général, après devenu mon boss aussi, entre-temps. Enfin bon, bref. Eux, ils se disent, alléluia, on est débarrassé d'elle. Et puis, l'inspectrice du travail qui me dit quand même, en sortant, bah oui, je vous laisse partir, Madame Gibault, parce que vous avez fait ce que je vous ai demandé, vous avez bien fait ces PV de CHSCT, vous avez posé les questions, vous les avez envoyées, voilà, ça vous a déjà créé un problème, puisque j'ai été obligée de me justifier au tribunal de police. J'ai eu presque une année d'audition. Moi, c'était la première fois que je mettais les pieds dans un tribunal, j'étais dans un état encore plus stressant qu'en me disant en plus que j'allais être condamnée et tout ce qu'on veut, puisqu'UBS a porté plainte diffamation non publique sur les procès-verbaux de CHSCT que j'ai distribués à tous les collaborateurs de la banque, à mes frais, hein, parce que ce n'est pas aux frais du CHSCT qui a plutôt un budget de fonctionnement, puisque c'était moi qui étais attaquée toute seule. Ce n'est pas l'inspection du travail qui est allée payer ça. Et elle me dit, vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire, vous avez déposé cette plainte en 2009. Bon, je sais que vous n'allez pas retrouver de travail, parce que forcément, vu ce que vous dénoncez. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que... Là, vous voyez, et puis moi, j'étais en dépression à ce moment-là. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, je ne l'ai pas compris en 2012. Moi, j'ai compris 5 ans, 7 ans après. Vous n'allez pas retrouver de travail, mais on vous licencie quand même. Parce que vous avez fait ce qu'on vous demande. Mais donc... Quel culot! Oui, mais bon, cette femme, elle a été mutée à Tahiti derrière, et j'ai vu qu'elle était après à Marseille. Donc, vous voyez, les fonctionnaires, excusez-moi du peu, mais franchement, vous voyez, là, pour le coup, il n'y a pas de responsabilité pénale, il n'y a pas de truc. Elle a fait son boulot, elle me dit, moi, écoutez, non, je savais qu'il y avait un lien entre votre premier licenciement et votre mandat, donc... non, la règle me dit que les collaborateurs doivent rester dans la banque parce que justement, ils sont salariés protégés. Puis après, on vous dit, bah oui, on vous dégage, vous avez fait ce qu'on vous demande. Mais attendez, si je vous le mets autrement, ça veut dire que tous mes ex-collègues du CE et du CHSCT qui ont fermé leur petite bouche, qui sont partis dans le plan social, donc ils ont pris 1 an, 2 ans, 10 ans. Il y a des gens chez UBS qui sont partis avec 1 million d'euros, parce qu'ils avaient... La banque les avait recrutés avec leur ancienneté, par exemple, de 20 ou 30 ans chez BNP Paribas. Donc, les mecs qui partent à 50, 55 ans avec 1 million d'euros, ils sont immédiatement embauchés par la concurrence. Ils n'ont rien dit. Donc, se taire, c'est être complice. C'est bien d'ailleurs M. Dupond-Moretti, dont le nom doit vous parler, qui a déclaré face à Montebourg sur un plateau de télé, de mémoire c'est BFM Business, où il disait... mais ne pas dénoncer un crime est un délit. Oui. Ah oui. Et bien pourquoi ils sont tous à la concurrence, mes ex-collègues? Pourquoi depuis 15 ans, il n'y a jamais personne qui m'a téléphoné, me dire Stéphanie, on va te faire travailler, on va trouver une solution pour toi, on va t'aider, on va venir au tribunal avec toi, on va aider à payer tes frais d'avocat. Mais comment ça se fait que tu n'aies plus de maison? Comment ça se fait? Rien. Et c'est là où, vous voyez, mes grands-parents m'ont tellement sriné avec la Seconde Guerre mondiale que moi, j'ai été biberonnée avec ça pendant 20 ans. Mais je me dis finalement, pourquoi ils m'ont raconté tout ça? C'est fou la vie, parce que forcément, mes grands-parents ne sont plus vivants aujourd'hui. Mais je me dis, mais en fait, ils m'ont préparé à ça, sans que je le sache. Et forcément, ils ne savaient pas ce qui allait me tomber dessus non plus, puisque mon grand-père me disait toujours, mais toi, tu as la chance de faire partie de cette génération qui ne connaît pas la guerre. Je ne connais pas la guerre, moi, c'est pas 5 ans, hein, ça fait 17 ans que je vous prends très cher, tout le monde s'en fout, et je vois bien, parce que vous parliez hors caméra tout à l'heure de Nexus, les commentaires qu'il y a toujours sous les vidéos, les interviews que je peux donner, que je peux accorder à des médias comme vous, indépendants, il y a toujours quelqu'un qui est là, oui, elle a fait ça pour toucher beaucoup d'argent, oui, mais il y a une mentalité dans notre pays qui ne va pas. Vous voyez bien que l'argent, c'est associé à la mafia. Donc, en fait, si vous êtes payé par rapport à un boulot, c'est que vous êtes mafieux. Parce que tous ceux qui sont mafieux, tous ceux qui se taisent, tous ceux qui cautionnent, tous ceux qui sont au cœur du système, c'est normal. Donc, vous aidez l'État, votre carrière est brisée, vous ne voyez plus vos enfants. Bon, non, vous êtes une femme, donc ça n'intéresse personne. On n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, mais moi, j'étais un contribuable, donc je ne suis même plus un contribuable non plus. Et puis, on se dit, démerdez-vous, de toute façon, à un moment donné, vous allez bien vous suicider. C'est ça l'état d'esprit de la France.
Et c'est là où moi je ne comprends pas qu'il y ait une indifférence absolue de partout. Parce que dans les syndicats, il y a forcément des gens bien. Chez les Gilets jaunes, il y a forcément des gens bien. Dans les associations, il y a forcément des gens bien. Dans les partis politiques, jusqu'à bas niveau, il y a des gens bien. Et puis qu'en fait, on a des situations individuelles dramatiques, surtout ceux qui dénoncent. Vous pouvez prendre Martine Donnette qui a expliqué cette histoire de... Parce que je lui ai expliqué à Martine Donnette que tous les propriétaires de grandes surfaces sont des clients de gestion de fortune, puisqu'elle explique que les grandes surfaces qui se sont déployées à la périphérie des grandes villes, souvent, ce sont des magouilles, on va dire ça comme ça, entre le préfet... On l'a entendu, Martine Donnette et Claudio. Et qu'en fait, c'est le même dossier que le mien. C'est un bébé, c'est des bébés UBS, si vous voulez. Oui, après, vous prenez les rétrocommissions de l'armement, les rétrocommissions, vous voyez, de l'industrie pharmaceutique avec Cahuzac. Je pense quand même qu'au moment du Covid, en plus avec l'histoire Pfizer, Madame van der Leyen, machin, il y a quand même quelqu'un d'intelligent qui aurait pu se dire, mais Cahuzac, c'est des rétrocommissions Pfizer. Il y a peut-être aussi un lien de cause à effet avec les fameux textos de Madame van der Leyen au patron de Pfizer. Non, il n'y a personne chez qui ça sonne que ça pourrait être le même type de corruption. Non. Eh ben non. Ah ben non. C'est là où c'est complètement fou. C'est-à-dire que et vous prenez tous les dossiers, tous les dossiers sont identiques, des gens qui sont ruinés. Donc on fait des épouvantails, comme on a fait d'Assange aussi, une espèce d'épouvantail écrasé par les États-Unis, mais je pense que l'espoir, parce qu'il faut garder l'espoir, sinon justement, on les fait gagner, on se suicide. Donc l'espoir, c'est que Assange est libre. Alors, les Français ne connaissent pas Assange, parce que tout le monde s'est arrangé pour que Assange... Personne ne connaît Assange, autant en Italie, autant en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, bien évidemment, et dans tous les pays anglo-saxons. Assange est vraiment une figure importante du journalisme d'investigation, du journalisme indépendant, en Amérique du Sud aussi, lié justement à tous ces problèmes de corruption, tous ces problèmes du complexe militaro-industriel très bien décrit par Snowden. En France, c'était encore une fois, moi j'ai écrit un bouquin préfacé par Assange, ça m'a vraiment valu de disparaître. Ouais. Donc je pense que comme Assange n'est pas mort, comme Assange n'est pas en prison aux États-Unis, comme Assange est libre, des choses vont forcément arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience à l'international, donc sur les 7 ou 8 milliards d'habitants que nous sommes, que ce système est un système pyramidal à l'international. J'écoutais, avant que je prenne l'antenne avec vous, j'écoutais Sylvie Charles, qui était invitée à l'émission, et qu'en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que je dis moi. Alors, elle le dit avec des éléments différents, puisque... Bien sûr. La même vie, elle a une approche différente. Mais c'est pareil, dans son histoire, il y a des policiers, dans son histoire, il y a des gendarmes, dans son histoire, il y a des banques à l'international, donc à l'offshore, donc des comptes offshore, donc des rétrocommissions, donc un problème de gens qui n'ont rien vu. Parce que moi, comment vous expliquer que dans mon histoire, justement, les douaniers qui me tombent dessus en 2012, mais pourquoi ils n'ont jamais fait leur boulot avant ? En 2011, pardon, quand ils me tombent dessus. Mais ça fait 70 ans depuis la Deuxième Guerre mondiale que ça existe, toutes ces histoires. Comment ça se fait qu'il y ait jamais... Et qu'est-ce que ça a donné concrètement, cette collaboration avec les douaniers au niveau juridique? Est-ce que ça a amené quelque chose quand même? Ou est-ce qu'on vous a encore mis devant et sacrifié pour rien? Ah, mais attendez, mais justement, on pourrait en faire une série sur 10 ans. Vous voyez, Dallas, quand on regardait quand on était enfant, on peut en faire un Dallas. Et c'est d'ailleurs certainement pour ça que personne n'en veut. Parce que c'est l'édifice qui s'effondre. Moi, je travaille avec les douanes, je me fais licencier d'UBS. Bon, pas consciente du tout du bazar dans lequel je suis. Je me dis, bon, je vais me remettre sur pied. Après l'été, je me remettrai à chercher du boulot. L'affaire devient publique. Alors ça, c'est une poupée russe encore dans la poupée russe. Un journaliste qui sort de nulle part, qui se dit journaliste d'investigation, frère de ministre, écrit un bouquin sur l'affaire UBS qui s'appelle « Ces 600 milliards qui manquent à la France ». Et moi, je deviens médiatisée.
Ce qui m'a fait dire à partir de 2015, mais qui a donné mon nom aux douanes? Vous voyez bien, moi, j'ai pas du tout. Quand j'ai rencontré Madame, comment elle s'appelait? J'ai oublié son nom. Bref, comment elle s'appelait? J'ai oublié son nom. Mais je pense pas lui demander, mais qui lui a donné mon nom? Quand elle me dit, on a beaucoup de photos de vous, dire que j'étais suivie. Ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui a dit, il faut suivre cette femme. C'est la DGSI? C'est la police? C'est qui? Vous voyez, 15 ans après, moi, j'ai pas les réponses à tout ça. Peut-être que vos auditeurs vont pouvoir nous aider. Trouver, identifier les salopards qui ont été donnés mon nom aux douanes, qui savaient que j'allais justement être sacrifiée parce que j'étais dans un état de faiblesse, parce qu'en voyant des drapeaux bleu, blanc, rouge, moi, j'aurais jamais pensé que ça puisse être des faux ou que ça puisse être des gens qui veulent encore plus de mal que UBS me voulait du mal. Mais eux, ils ont fait leur boulot, puis ils sont passés à autre chose. D'ailleurs, ils ont tous eu des promotions, hein, les gens des douanes avec lesquels j'ai bossé. Vous imaginez le dossier UBS? Donc, derrière, douane judiciaire, travaille avec la justice. UBS, il y a deux UBS. Hein. Il y a UBS en France, pour qui je travaillais, mais il y a la maison mère à Zurich. Donc, c'est UBS AG, la maison mère. Condamné en première, en deuxième instance, et UBS Suisse, condamné en cassation. Donc, en première instance, UBS Suisse est condamné à 4,5 milliards d'euros. L'amende la plus importante qui ait jamais été donnée, 4,5 milliards d'euros, ce qui a fait dire à UBS, nous sommes Calimero, vous voyez, nous sommes le bouc émissaire de toutes ces banques, tout le monde est contre les banques, donc nous on en prend plein la tête. Et qui dit, mais attendez, nous on a payé 300 millions en Allemagne pour une négociation, HSBC vient de négocier ici 300 millions, c'est le prix du marché. Vous avez compris, le prix du marché, c'est comme un harcèlement, c'est 20 000 euros au prud'homme. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui veut aller au prud'homme, si vous vivez un harcèlement, vous venez de faire 10 ans de votre vie, c'est 20 000 euros, c'est tarifé. Voilà. C'est comme ça. Et bien là, c'est pareil. UBS, non, 300 millions, c'est le prix du marché. Donc, ils ont fait appel, et en appel, la condamnation a été actée, donc sur le démarchage illicite, le blanchiment d'argent, le fait d'avoir une comptabilité parallèle, etc. Mais l'amende a été réduite à 1,8 milliard d'euros. Comme quoi, la France n'a pas besoin d'argent. La justice n'a pas besoin d'argent. On parle à M. Moretti. Pourquoi, d'un coup, il y a 3 milliards comme ça, d'un coup de baguette magique? Et bien, pourquoi? Parce qu'en fait, et là, tiens, il y a peut-être certains de vos enquêteurs qui savent qui. Parce que ce serait bien de savoir, moi, je me pose beaucoup de questions et je n'ai pas réponse à tout. Qui sont ceux qui sont allés entre les 4,5 milliards 2019 et 1,8 milliard en 2021 changer l'assiette? Qui a le pouvoir de changer une assiette de calcul pour la justice? C'est le ministre de la Justice? C'est le procureur? C'est le parquet financier? C'est Bercy? C'est les petites mains à Bercy derrière le ministre dont on ne connaît pas le nom? Qui a pu faire ça? Et donc UBS a dit, on se pourvoit en cassation. Et bien en cassation, là, au mois de décembre 2023, ils ont été condamnés et le dossier est renvoyé donc en appel pour que l'amende soit revue, donc potentiellement à la baisse. Mais la condamnation est actée. Et qu'est-ce que les médias mainstream ont dit? Aussi UBS, si vous allez sur le site d'UBS, tout ça c'est de la vieille histoire, c'est une histoire qui a 15 ans, on est passé à autre chose, maintenant on est dans un autre monde où tout est bien plus contrôlé, l'évasion fiscale, tout ça, ça n'existe plus, il y a l'échange automatique d'informations. Bon, très bien. Et puis alors, moi, étonnamment, je n'ai pas été entendue par les juges. J'ai écrit 8 ou 9 lettres accusées-réception au juge Daïef, au juge Tournaire, enfin, tous ceux qui travaillaient. Ils ne m'ont jamais entendu. Pourtant, je leur ai dit, moi, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Et bien, vous n'allez pas croire, là, je suis en train de monter mon dossier en cassation contre Bercy, donc je suis en train de relire tous les jugements qui font 200 pages. Mon nom est cité 50 fois, mon métier, les événements que je faisais. Donc, en fait, on parle de moi pendant un jugement alors qu'on ne m'a pas entendu pendant la procédure, ni on m'a appelé à la barre. Mais, et c'est là où on est toujours dans ces histoires de poupées russes et de séries télé qui pourraient plaire à toute la planète, puisque le modèle UBS est un modèle qui est un copier-coller dans tous les pays du monde, c'est que Bradley Birkenfeld, dont vous me parliez tout à l'heure en introduction, qui est le fameux pseudo-lanceur d'alerte américain
qui est allé se livrer aux autorités américaines pour dire que son métier est de frauder le fisc et que pour aider certains de ses clients, il dissimulait des diamants dans des tubes de dentifrice au moment où il passait les douanes, c'est-à-dire du grand banditisme. Bradley Birkenfeld, que j'avais rencontré moi en 2014, parce qu'il a su que j'avais publié La femme qui en savait vraiment trop, donc il s'est arrangé avec un copain, un de ses copains qui habite à Paris, pour que je vienne chez lui à Boston pendant une semaine. Donc moi, forcément, je m'étais dit, mais pareil, c'est mon sauveur. Exactement, mais j'ai fait les mêmes erreurs partout. Je pensais que UBS allait me sauver parce que je pensais que c'était ma supérieure hiérarchique qui déconnait. Je me suis fait enterrer par UBS. Je pensais que c'était l'inspection du travail qui allait me sauver. L'inspection du travail m'a condamné, m'a assassiné. Je pensais que le prud'homme allait me sauver. Le prud'homme m'a coûté plus cher que ce que j'ai gagné pour le harcèlement. Enfin, les avocats. Je pensais que les douanes allaient me sauver. Les douanes, elles ont récupéré mon métier, voilà. Et en fait, Birkenfeld a fait la même chose que les douanes, c'est-à-dire à récupérer mes informations. Et moi, je pensais que ça allait servir pour la justice américaine, que j'allais témoigner aussi aux États-Unis pour dire que, après l'affaire Birkenfeld aux États-Unis, tout a continué dans le monde. Et la preuve, c'est que ça a continué à Roland-Garros en 2011 où j'étais. Donc Birkenfeld qui joue aux mecs gentils, aux lanceurs d'alerte, aux chevaliers blancs. En 2015, il m'annonce qu'il vient à Paris, qu'il est dans sa suite dans un hôtel à côté de l'Étoile. J'ai oublié le nom de cet hôtel qui s'est réouvert à côté de l'hôtel Raphaël. J'ai oublié le nom. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais parce que je suis entendu par les juges du parquet financier demain matin. Passe dans ma suite. Donc moi, j'arrive à l'hôtel. Il y avait un mec de la sécurité en bas avec l'oreillette, comme à Washington, vous voyez, avec l'oreillette dans. Et je monte dans sa suite, où il y avait son frère, avocat, qui était là, et il avait une tablette. Donc il y a presque 10 ans, 2015. Et donc, il avait reçu toutes les questions de la part du juge d'instruction. Et moi, je lui dis, moi, j'ai jamais vu un juge d'instruction de ma vie, donc je lui dis, mais on reçoit les questions avant? Il dit, moi, oui, je suis américain. Bon, moi, je mets ça dans un coin de ma tête, mais je lui dis, mais pourquoi moi, je ne vais pas avec toi? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ensemble? Ah, mais parce que moi, tu comprends, j'ai ce statut, cette aura. Et puis, en gros, ça veut dire, mais toi, tu n'es qu'une gonzesse. Excusez-moi d'être vulgaire, mais à un moment donné, il y en a ras-le-bol quand même. Hein. Toi, tu n'es qu'une gonzesse, tu es française, tu m'as filé tes infos, maintenant, tu fermes ta petite bouche, tu sers quand j'ai besoin de toi, et terminé. Sauf que moi, ça printe pas dans mon cerveau. Puisque moi, je me dis, la justice française va quand même m'entendre un jour. Moi, je vais être rétablie dans mes droits, par Bercy. Donc, Birkenfeld, je crois que c'est 2 fois où il vient voir les juges en France, où il a les questions. Mais alors, moi, j'apprends à un moment donné, en discutant avec lui, là, dans sa suite, qu'en fait, les documents qu'il a donnés aux juges, mais c'est les miens, documents. Comment des juges français peuvent accepter des documents d'un type qui est américain, qui n'a jamais travaillé en France, donc il peut-être effectivement, il connaît le business model du BS en Suisse, mais ça n'a rien à voir avec la France. Ça n'a rien à voir avec la justice française, avec les douanes françaises, avec le fonctionnement de la Banque de France, avec Tracfin, avec tout ce qu'on veut. Mais comment ils peuvent accepter qu'il apporte des documents qui dataient de 5 ans après sa sortie du BS, puisque lui est sorti en 2007 et moi je suis sortie en 2012. J'ai écrit à UBS à 2 ou 3 reprises là-dessus. UBS en Suisse, au patron d'UBS en Suisse, en disant comment est-ce que vous avez accepté ça dans la procédure? Donc, on va repartir sur un truc, parce que je suis désolée, mais c'est tellement compliqué, parce que c'est un truc entremêlé tout le temps. En fait, l'affaire Birkenfeld en 2007, qui fait que UBS est obligé d'aller plaider coupable au Sénat américain pour éviter qu'il y ait un procès, qui vont payer cette amende de 900 millions de dollars, c'est-à-dire le prix d'un ticket de parking, en disant on ne recommencera plus jamais, on est très gentil, etc. En fait, les Suisses ne peuvent pas se passer du marché américain, puisqu'ils risquaient leur licence aux États-Unis. Mais si je vous refais un retour arrière, comme en cinéma, 2008, président Obama,
le président, c'est Obama. Secrétaire d'État, Hillary Clinton. Il a un énorme problème, Obama, c'est qu'il y a une dette qui commence à être abyssale aux États-Unis et qu'il faut montrer qu'on fait en sorte de récupérer de l'argent. Donc, en fait, l'affaire Birkenfeld aide à ça, puisqu'il y aurait 10 000 comptes offshore donnés par Birkenfeld. Mais étonnamment, Hillary Clinton, secrétaire d'État, qui est obligée de négocier avec la Suisse, elle ne demande que 4 450. Tout ça, c'est dans mon bouquin préfacé par Assange. Elle demande que 4 450 comptes. Mais son mari est à la tête de la fondation Clinton, comme vous savez. Étonnamment, à partir du moment où UBS va payer cette amende aux États-Unis, le plus gros donateur de la fondation Clinton est UBS. Mais alors, étonnamment aussi, vous savez qu'il est comme le président Sarkozy, il donne des conférences à droite à gauche, payé 100 000 ou 150 000 $ la conférence. Étonnamment, l'entreprise qui lui demande le plus de conférences, c'est aussi UBS. Personne n'en parle. Personne n'en parle, bien évidemment non. On découvre que des gens comme Mitt Romney, pareil, c'est dans mon bouquin, très bien lanceur d'alerte, avait des comptes offshore qu'il n'a pas déclarés à ce moment-là, en 2008-2009. On découvre ça après. Mais il y a mieux que ça. À cause de cette histoire Birkenfeld, et c'est là où on voit la puissance de frappe des États-Unis à l'international, et pas qu'au niveau militaire, au niveau économique et financier, l'OCDE est obligée, sous la pression de Washington, de faire passer les échanges automatiques d'informations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes Cathy, vous avez votre mari en Suisse et vous allez chez UBS, chez HSBC, à la Banque cantonale de Genève, même au Crédit Agricole à Genève, où vous voulez, en disant on veut ouvrir un compte, on vous dit mais il n'y a pas de problème Cathy, mais nous on est obligé de le déclarer à Bercy. Ben non, c'est la règle. Ça c'est la règle. Mais bon, il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus, que je vous explique que ça ne marche pas forcément comme ça. Bref, ça c'est la règle. Donc tous les pays du monde ont signé cet accord au CDE, sous la pression de l'OCDE. Il y a un seul pays qui n'a pas signé. Vous savez qui est ce pays? C'est pas la Russie, hein, ou c'est pas le Zimbabwe, ou c'est pas le Chili. Hein. Ce sont les États-Unis qui n'ont pas signé. Les États-Unis sont donc devenus, depuis l'affaire Birkenfeld, depuis cette affaire avec Obama et Clinton que je viens de vous raconter, le premier paradis fiscal au monde. Grâce à 3 États. Alors, il y a le Wyoming, il y a 2 ou 3 petits États américains, mais on a surtout entendu parler du Delaware. Et étonnamment, M. Moscovici, qui a priori n'est pas encore américain, il faudrait quand même vérifier, mais M. Moscovici, ancien ministre des Finances, qui est maintenant à la tête de... Bref, si, Moscovici, maintenant, la Cour des comptes. Vous voyez un peu? Qui dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Oui, ben c'est bien. Il est bien placé. Il a enlevé le Delaware de la liste noire des paradis fiscaux. Pourquoi? Vous irez lui demander, ou vous demanderez à vos collègues qui travaillent avec lui. Mais alors, mieux que ça, qui est l'ancien sénateur du Delaware? C'est M. Biden, qui est aujourd'hui président des États-Unis. Où sont bookées la Fondation Clinton et d'autres fondations américaines et autres trusts au Delaware, où M. Trump a aussi un certain nombre d'actifs financiers. Donc vous comprenez que l'entourloupe dans laquelle je suis moi depuis 17 ans, personne ne vous a traduit que c'est à cause de gens de la DGSI qui ont forcément été au courant de mon dossier à un moment donné. Est-ce que c'est d'ailleurs pas eux qui ont donné mon nom aux douanes? Moi, j'aimerais bien le savoir. Et si c'est le cas, quels sont ceux qui m'ont mis en danger? Parce qu'avoir donné mon nom aux médias et mon nom aux douanes, c'était de me faire croire à moi que ça allait me protéger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi, c'est les médias qui m'ont protégé hein. ». C'est entendu lanceur d'alerte dire ça. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est ceux qui sont dans le système qui vous disent ça. Oui. Parce qu'ils protègent le système qui les nourrit. Donc,
Les États-Unis, qui disent lutter contre la fraude, sont devenus le premier paradis fiscal au monde. La France, qui devait pouvoir se trouver grandie avec 4,5 milliards, tombe à 1,8 milliard. Maintenant, ça va être à peine 1 milliard d'euros, c'est-à-dire que c'est de la caution qui avait été donnée et qui a été payée par UBS il y a bien longtemps. Donc, ça veut dire que 15 ans après, UBS s'en souvient plus du tout. Puis moi, en attendant, j'écris alors à Rodolphe Gins, qui était le patron des douanes. Avant lui, c'était Madame Croquevieille. Maintenant, c'est une autre dame, j'ai oublié son nom, patronne des douanes, qui me répondent à chaque fois la même chose. Je vais vous le dire très vulgairement, c'est « allez vous faire foutre ». Comme me disait Michel Sapin, ou plutôt ses conseillers, qui m'ont écrit 150 fois, vous n'êtes qu'un témoin utilisé dans un dossier. Donc, j'étais obligée d'attaquer l'État. J'ai gagné. Je suis devenue collaborateur officiel du service public, qui s'appelle COSP, titre de COSP, qui est censé me protéger. Ben, vous m'expliquerez de quoi ça me protège. Oui. De l'autre côté, le défenseur des droits m'a reconnue comme étant la première lanceuse d'alerte en France. Et pareil, en 2022, je crois. Oui, j'étais première. En 2022, au moment de la loi Wasserman, ça me protège de quoi? Oui. Et qu'en fait, ils m'ont répondu très gentiment, mais Madame Gibault. Oh, attendez, j'ai un problème. J'étais coupée. J'arrive, j'ai plus de batterie. Ah, oui, c'est important. Bon, on a bientôt fini parce qu'on est à 11h, à 1h, pardon, à 1h12 bientôt. Désolée, mais il faut quand même finir, il faut finir correctement. Oui, voilà, je suis désolée, j'ai même pas vu, j'ai plus du tout de batterie. Où j'en étais les 1,8 milliard qui vont devenir moins 1 milliard. Donc voilà, j'ai attaqué l'État, je suis devenue COSP, je suis devenue. Donc en fait, moi j'ai 2 titres. Je suis d'un côté collaborateur du service public, jamais payé par le service public. De l'autre côté, je suis reconnue par une entité de l'État français, encore une fois, qui s'appelle Défenseur des droits, qui m'écrit dans un mail, mais Madame Gibault, on sait que la loi est ce qu'elle est, mais seul un juge peut décider. Donc, seul un juge peut décider si mon statut de lanceur d'alerte doit être indemnisé, et à quelle hauteur, et en fonction du préjudice, et machin, et ceci, et patin. Et... Donc, 2022, on est en 2024. Mon procès contre UBS est prévu 5 jours en fin d'année, du 3 au 11 décembre à Paris, au nouveau tribunal qui est à la porte de Clichy. Et puis alors... Oh, c'est une première instance, là. Hein. C'est la première instance. Ouais, c'est pour ça qu'il risque d'y avoir 2 appels derrière. Vous avez compris? En 2030, je serais morte avant, moi. Hein. 2030, ça fera 20 ans que j'ai quitté UBS. COSP. Donc, on a écrit à Rodolphe Gins un paquet de fois à dire, mais attendez, maintenant... Et vous savez ce qu'il répond, Gins? Bah oui, vous nous avez attaqué, on a perdu. C'était 3 000 € de dommages et intérêts, on vous les a payés. Et mon avocat dit, mais attendez, c'est pas le problème des 3 000 € de dommages et intérêts. Vous imaginez qu'est-ce que vous achetez avec ça? Pour un préjudice d'avoir aidé les douanes pendant plus d'1 an et d'avoir mis ma carrière par terre et d'avoir récupéré des informations qu'ils n'auraient jamais récupérées sans moi, parce qu'il faut quand même être très clair là-dessus. Et puis après de m'avoir, qui m'a fait écarter du dossier? Est-ce que c'est les douanes qui m'ont fait écarter du dossier? Est-ce que c'est une fois de plus des gens de la DGSI qui m'ont fait... Moi, j'en sais rien, puisque je ne sais pas comment ça se goupille, moi, derrière. Qu'est-ce que la DGSI a un pied au parquet financier? Est-ce que c'est le patron? Moi, j'ai écrit au patron de la DGSE et celui de la DGSI pour expliquer toute mon histoire. Bien évidemment, ils ne répondent pas. Mais il y a peut-être des complicités dans leurs équipes, effectivement, des gens qui ont pris des initiatives à titre personnel ou à titre je ne sais pas quoi, pour façon dire en sorte, de toute façon c'est une nana, elle n'est pas banquier, on n'en a rien à foutre, on n'en a rien à faire. Dans le dossier UBS, il y a des histoires qui nous concernent, donc il vaut mieux pas que ça se sache. Donc voilà. Et comme je vous dis, on n'assassine pas en vous mettant dans un baril d'acide, mais on vous discrédite et puis on vous dit, bon, voilà, elle raconte que des conneries. C'est tellement petit. Et c'est là, en fait, où on aurait tous collectivement et individuellement à grandir. C'est-à-dire que comment on est capable d'accepter que notre pays fonctionne comme ça? Parce que justement, si la fraude perdure, c'est bien qu'il y a des gens qui en profitent. Je viens de vous parler des États-Unis en long, en large et en travers. Je viens de vous parler de M. Moscovici qui enlève quand même le Delaware de la liste noire des paradis fiscaux. Je vous parle de Birkenfeld qui n'est pas français, qui n'a jamais travaillé en France, qui est écouté par la justice française avec mes documents.
Non, mais attendez. Qui lui envoie ces questions, c'est fantastique. J'ai jamais entendu ça, moi. Mais ce que je vous raconte, c'est délirant. Et c'est pour ça que personne ne veut en entendre parler. Donc, s'il n'y a que 1600 personnes qui écoutent, c'est déjà 1600 personnes et je peux vous remercier infiniment. Mais si vous voulez, Et j'espère que ça fasse boule de va neige. partager. Il faut C'est absolument éveiller. insupportable parce que c'est votre oui, argent. Il y a le policier que vous connaissez, voilà, que je connais beaucoup et qui nous écoute peut-être. Il m'a dit 20 milliards d'euros, parce que c'est le dossier UBS, 20 milliards d'euros. Si on divise par tous les contribuables français, il y a 19 millions de foyers fiscaux. Il y a à peu près 25 millions de contribuables. Ça fait 600 euros pour chacun d'entre vous. Alors, il y a plein de gens qui n'ont rien à faire de 600 euros. On est d'accord. Comme m'a dit une évadée fiscale, mais ça c'est une autre histoire. Ah oui, c'est encore une autre histoire. Mais bon, bref, il y a des gens qui comprendront. Vous n'allez pas nous emmerder avec 600 euros par mois. Oui. Attendez, votre histoire, ça va bien. Les délateurs, ça va bien. Laissez-nous vivre. Fille de procureur. Il y a même une rue au nom de son père décédé. Fille de procureur. Qui était quelqu'un de très honnête, mais ils avaient tout leur compte en Suisse. En fait, c'est des gens comme ça que vous prenez sur le dos, qui sont les respectables de la société française, qui ont des belles maisons, avec des beaux jardins, puis qui vous disent à vous que vous êtes juste un insecte et qu'il faut éliminer. Mais qu'est-ce que c'est que ces mentalités? Mais c'est insupportable, et parce qu'en plus, ils ne sont pas les plus nombreux. Donc, comment fait pour ne pas... Et en fait, c'est parce que derrière, il y a des complicités avec des rétrocommissions, où on sait maintenant qu'il y a des militaires qui ont des rétrocommissions des gendarmes de nos pays, où on sait qu'il y a des rétrocommissions aussi à des policiers au gradé ou à des gendarmes gradés. Il faut que les gens qui sachent aident à ce qu'il y ait vraiment... un monde différent, parce que demain, l'école n'ira pas mieux, l'hôpital n'ira pas mieux, parce que l'évasion fiscale, c'est ça. Regardez, si vous ne l'avez pas, il faut que je vous envoie le lien et que vous pourrez le mettre en commentaire. Il y a une vidéo d'Oxfam qui a été faite, l'association Oxfam, qui explique ce que c'est que la prise d'otage de l'évasion fiscale, que les gens de la société civile ne connaissent pas, parce que les gens soient fonctionnaires ou salariés ou cadres, leurs revenus sont envoyés à Bercy et puis c'est directement maintenant enlevé de la fiche de paye. Mais l'évasion fiscale, c'est quoi? C'est quoi? C'est que justement, il n'y a plus de services publics parce qu'il y a de moins en moins d'argent qui rentre dans les caisses et que c'est la classe moyenne qui ne peut pas échapper à quoi que ce soit qui paye de plus en plus. Donc en plus, c'est elle qui est victime des dérives de tout ce système, c'est-à-dire moins de classes, plus d'enfants dans les classes, moins de sécurité, moins de services publics. Enfin, il suffit d'aller dans une poste pour aller voir comment ça fonctionne. Il suffit d'aller n'importe quel bureau des impôts, tiens aussi, essayez d'aller aux impôts, vous allez voir. Et qu'en fait, tout le monde est au bout du rouleau, tout le monde est tendu, et personne ne veut aller voir le cœur du réacteur nucléaire. C'est-à-dire que tout le monde parle des conséquences. Les conséquences, c'est ce que je viens de vous dire. C'est les autoroutes qui sont privatisées, tout ce que vous voulez. Moi, je vous parle de la cause du truc. Et que ça, étonnamment, c'est écarté. Puis on se dit, bon, cette femme, elle va bientôt mourir, donc elle est vieille, c'est fini. Mais c'est là, si vous voulez. Vous pouvez arroser vos carottes qui sont toutes malades. Si vous ne trouvez pas la raison de pourquoi la terre ou l'eau que vous les arrosez est polluée, vous n'allez pas arriver à... Il faut chercher la cause. Il faut aller chercher la cause. Voilà. Donc, j'ai gagné contre l'État. Je suis devenue COSP. Rodolphe Gins m'a gentiment dit, allez vous faire voir ailleurs, allez voir ailleurs si j'y suis. Il a été viré, il a eu une promotion à Bercy, donc sa remplaçante m'a dit la même chose. On a fait une autre procédure au tribunal administratif de Montreuil. Alléluia. Juillet 2012, je gagne. La juge dit, Bercy doit revoir son positionnement par rapport à Mme Gibault. Ah, alléluia, je me dis, ça y est, 2022, enfin, je vais peut-être revoir mes enfants, enfin, je vais avoir une maison, enfin, la France doit reprendre, ils avaient 3 mois pour faire appel, et je me souviens, c'était le 8 octobre, et je me suis dit, aujourd'hui, 8 octobre, ça fait 3 mois, pas de nouvelles, donc ça y est. 20h, je reçois un mail de mon avocat, donc je me dis, c'est bon, on est convoqué à Bercy, et puis en fait, c'est fini, Bercy a fait appel. Ah, mais moi, je me fais assassiner tout le temps. Mon métier, c'est ça. Je me prends, enfin, mon métier, j'en ai plus, mais je me prends des uppercuts en permanence. Je tiens plus debout. Je ne sais même plus comment l'expliquer.
Ils font ça jusqu'au bout, quoi. Ils vont à la dernière minute, quoi. Alors, attendez. Appel épouvantable. l'année dernière, moi j'ai dit à mon avocat, je ne peux pas aller à Paris. Un, j'en ai pas les moyens. Deux, je peux pas. J'en ai marre. Je ne sais pas encore pour expliquer. Même si à l'AFP dans la salle, vous expliquez à l'AFP ou à Mediapart ou je ne sais pas qui. Et puis, je crois que c'était le 31 août. Ouais, c'était un an. 31 août, 1er septembre. Un matin, j'ouvre ma boîte mail à 9h. Mail de mon avocat. Mauvaise nouvelle. Jugement. Puis je me dis, mais je me réveillais, enfin, j'étais un peu groggy, je me dis. Et donc j'ai perdu. J'ai perdu l'appel face à Bercy. Vous avez perdu un appel? J'ai perdu l'appel face à Bercy de me rémunérer, de rétribuer mon boulot. Donc, je n'avale pas le truc, enfin, je ne vous dis pas. Je crois que depuis, je suis comme un zombie. C'est-à-dire, je me dis, mais je ne sais plus à quel sein me vouer, puisque donc la justice n'est pas juste, puisque les lois ne servent à rien. Le défenseur des droits me dit, Madame Gibault, ce sera un juge qui va décider, comme au prud'homme. C'est un juge qui dit, on vous file 20 000 € parce que, ok, c'est déjà pas évident de prouver un harcèlement, mais de toute façon, s'il est prouvé, c'est 20 000 €. Et si je l'avais su, vous pensez que je serais allée au prud'homme, moi, pour dépenser 35 000 € de frais d'avocat? Donc, en fait, ça m'a coûté plus de 10 000 € d'aller au prud'homme gagner. Sans boulot. Puis on me dit, bah oui, mais c'est de votre faute, hein, vous comprenez. D'accord? Et donc, j'ai fait appel en cassation, là, cet hiver. J'avais 3 mois pour faire appel. Donc, le dernier jour, je crois que c'était le 30 novembre, j'ai dit, OK, las. Je réécris à Jérôme Fournel, qui est celui à Bercy qui a le chéquier et le crayon, parce qu'on entend toujours parler des ministres. Moi, j'ai eu affaire à Michel Sapin pendant 5 ans. Là, ça fait 7 ans que j'ai affaire à Bruno Le Maire. Mais ce n'est pas les ministres qui décident, c'est les gens dans le cabinet qui, eux, vous étiez fonctionnaires, donc vous le savez mieux que moi, qui font carrière aussi sur le silence, sur le secret, sur la non-méritocratie. Et donc, M. Fournel, c'est celui qui donc a refusé à plusieurs reprises de rémunérer mon travail pour des raisons qui sont dignes de celles d'UBS, c'est-à-dire qui sont complètement mensongères, puisqu'il y a quand même des policiers qui vont expliquer que mon dossier devrait passer sous du secret défense. Donc, le secret défense, c'est entre le ministre des Finances et moi. Donc, le ministre des Finances m'appelle. Bonjour, madame. Merci. Au revoir, mesdames. Voilà, c'est tout. Il n'y a personne, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de truc. C'est cassé. Ben, en fait, ça ne se passe pas comme ça avec moi, parce que je ne sais pas, je n'ai pas d'appartenance dans des cercles philosophiques ou des cercles de décision français. Donc, c'est un certain monsieur qui s'appelle Jérôme Fournel, qui est, je crois, le chef de cabinet aujourd'hui de Bruno Le Maire, qui, au même moment où il refusait donc la rétribution de mon travail, qui a donc rapporté 4,5 milliards qui sont transformés en 1,8 milliard, qui seront un peu moins, mais qui ont aidé à ce qu'il y ait cette cellule de régularisation à Bercy qui s'est ouverte et qui a apporté, après l'affaire Cahuzac, 2 comptes offshore UBS uniquement, 4,5 milliards d'euros. Donc, si vous prenez 1,8 milliard plus 4,5, vous avez déjà plus de 6 milliards, plus la fameuse liste des 40 000 comptes qui ferait, selon Michel Sapin, 12 milliards d'euros. Vous comptez 12 plus 4,5, plus un 8, plus l'amende à UBS France, plus les dirigeants d'UBS, les 6, qui ont été condamnés entre 20 et 100 000 € chacun. Ça fait quand même une somme extraordinaire. Et bien, au même moment, avec M. Darmanin, il s'arrange pour que le Paris Saint-Germain, donc le club de la capitale, ne paye pas 190 ou 195 millions d'euros d'URSSAF. En gros, pour être clair, c'est un peu ce qu'ils me doivent, hein, si on veut être très clair. Donc, d'un côté, on vous dit, mais on ne peut rien faire, mais on lutte contre la fraude, mais regardez, machin. Sauf qu'il y a quand même un détail que peut-être M. Fournel ignorait, ou alors s'il est au courant et qu'il est complice, c'est encore beaucoup plus grave, c'est qu'il y a des... Comment expliquer ça? Je ne sais pas si on ne dit pas des dirigeants, on dit, je ne sais pas s'il faut dire diplomates, c'est-à-dire des je ne sais pas comment dire ça, c'est un peu touchy, des représentants du gouvernement qatari, enfin quelqu'un de très important, qui a un poste dramatiquement important étant donné les sommes monstrueuses qu'il peut gérer, qui m'a menacée au même moment.
Alors, est-ce que M. Fournel est au courant? Est-ce que c'est avec la complicité de M. Fournel? Eh bien, moi, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que M. Darmanin est au courant? Parce que M. Darmanin, n'oubliez pas, avant d'être patron des flics, il était à Bercy. Il était ministre du Budget. Est-ce que M. Darmanin est au courant? Est-ce que ça l'intéresserait de savoir mon histoire, M. Darmanin? Parce qu'il y a des gens à la DGSE ou au ministère de l'Intérieur qui sont intéressés pour savoir ce que je suis en train de vous dire. C'est d'une gravité inouïe. Bien sûr. Inouïe. Et c'est pour ça qu'ils doivent tous se dire, mais on ne réussit pas à la tuer. Vu ce que je vis depuis maintenant 17 ans, c'est pas normal. Et là, c'est plus UBS. Ou alors, c'est UBS en parallèle qui soutient ça. Maintenant, c'est l'État, donc l'État, finalement, c'est en France, donc c'est l'État français qui s'en charge. Mais ils ne sont pas censés nous protéger, comment on appelle ça, les agents de renseignement, les agents de la DGSI, les policiers. Bien sûr. Donc, les citoyens. Cassation, et hier matin, même heure, là, midi, je reçois un mail de mon avocat qui me dit « Le Conseil d'État a accepté votre dossier ». Ce n'est pas sûr qu'il accepte. Donc, s'il l'accepte, c'est qu'il y a un motif important qui le justifie. Donc, la suite au prochain numéro. Ben, moi, je vous dis, en 2050, je serai morte depuis longtemps parce que c'est insupportable que la justice française du pays des droits de l'homme, 6e ou 8e ou 10e puissance mondiale, qui fait partie du G7, du G25, fondateur de l'Europe, enfin, toutes ces conneries, ça fait 17 ans, parce que moi, même si je vivais jusqu'à 110 ans, ce n'est pas les années entre 90 et 110 ans qui vont m'aider à retrouver ma vie et tout le reste. Enfin, bien sûr. Donc voilà. Donc maintenant, voir ce que ça donne cette cassation. Peut-être que M. Fournel, avec ce que je suis en train de raconter, il va avoir des coups de fil des 1600 personnes qui vont appeler en disant, parce que vous pouvez peut-être faire ça en tant que policiers les uns les autres, en disant mais nous on est contribuables, on était fonctionnaires, on aime notre pays. Peut-être qu'il y a des gens des douanes qui écoutent aussi, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte cette femme? On ne savait pas, on nous a pas donné l'histoire comme ça. Parce que dans les douanes, moi j'aimerais savoir ce qu'on dit de moi aussi. Hein, ce que Gins et ceux qui ont dirigé l'équipe des douanes peuvent aller dire, puisqu'ils ont tous eu des promotions finalement grâce à moi. Mais ce que je me demande aussi, puis en parallèle avec cette histoire du Qatar, c'est si le bonus qui était censé m'être attribué, puisque vous savez que maintenant il y a des textes de loi qui expliquent qu'il y a un pourcentage qui doit être attribué aux personnes qui sont des COSP, donc des aviseurs fiscaux. On n'est pas du tout en train de parler de lanceurs d'alerte, pas du tout, pas le même sujet. Les gens qui aident Bercy, lancer une alerte, c'est une chose, aider l'État, c'en est une autre. Et c'est deux statuts. Et ça, on l'évoquera dans une capsule, ça, cette distinction, c'est important. Bien sûr, justement, parce que médiatiquement et tout le reste, on fait faire l'amalgame. Regardez, c'est des chasseurs de primes. Moi, j'ai vu sous le post Nexus d'hier, enfin la vidéo Nexus, il y a des gens tout de suite qui disent « Ouais, elle voulait beaucoup d'argent, tant mieux pour elle ». Vous voyez, cet état d'esprit français. Moi, j'ai fait une vidéo au mois de novembre où j'ai expliqué que si M. Fournel me payait, ce que j'allais faire de cet argent. J'ai dit qui j'allais aider, quel type d'association, quel type de comment dire, de personnes engagées sur des sujets sociétaux. J'ai expliqué, donc je peux même vous l'envoyer, comme ça les gens qui pourraient critiquer, ben, ils iront voir directement et puis pourront commenter allègrement si ça les intéresse ou aller soutenir ce que je raconte. Mais je crois, Stéphanie, que ceux qui critiquent, c'est ce qu'on appelle un peu les trolls, là, qui en fait veulent dégrader votre image, votre discours. Voilà, mais bon, on est quand même nombreux aujourd'hui, je crois, dans notre pays à pas marcher là-dedans. Hein. C'est terminé, hein, leur petit jeu. Et donc, la question, Cathy, il n'y en a qu'une. À qui profite le crime? Eh bien voilà, à qui profite le crime? Qu'il n'y ait pas de justice, qu'il n'y ait pas de justice donc fiscale, qu'il n'y ait pas d'égalité, de liberté, de fraternité. Fraternité, liberté, égalité, moi ça veut dire, j'ai vraiment appris ce que c'était la non-fraternité, la non-liberté, le monde professionnel très solidaire finalement d'UBS, c'est-à-dire pas du tout, on nous dit on veut des collaborateurs ceci, des collaborateurs cela. Si on a bien une qui rentre dans tout le truc, plus l'éthique, c'était quand même moi. Le fait de, vous voyez, que tout soit lié à qui profite ce crime. De mettre en avant que des gens qui n'ont justement aucune éthique en faisant passer les choses. Vous voyez, c'est l'histoire du Canada Dry, hein, on vous fait croire que... Donc, il est vraiment temps qu'il se passe quelque chose, surtout que ce dossier UBS tient tous les autres. Et nous, si on a écrit à Bercy
autant de fois. Si on écrit des articles, j'ai écrit sur un site qui s'appelle Panodyssée, pour ceux qui s'intéressent. J'ai téléchargé la traque des lanceurs d'alerte, donc comme ça vous évite d'aller l'acheter. Vous pouvez le lire gratuitement, c'est article après article. Donc vous avez la préface d'Assange, vous verrez ce qu'Assange raconte sur Monsieur Trump et Monsieur secrétaire d'État Pompeo, ancien patron de la CIA. Vous allez comprendre pourquoi finalement mon dossier est très lié aussi à Assange. N'oubliez pas qu'ils ont voulu l'assassiner, soit dans l'ambassade de l'Équateur, machin, enfin bon, bref. Trump disait I love Wikileaks, hein, n'oubliez pas qu'il a été élu comme ça. Bien vu que pendant ces 5 ans, les supporters de Trump ont dit mais en fait, il laisse Assange là pour le protéger. Il laisse en Angleterre, en prison de haute sécurité pour le protéger. Vous voyez, la manipulation, c'est impressionnant. Donc, allez lire sur Panodyssée la traque des lanceurs d'alerte, que j'ai écrit en français et en anglais, et en plus, je l'ai mise à jour. Mais j'ai aussi créé un espace où je parle de liberté de la presse, de liberté d'expression, et où j'ai téléchargé des tonnes d'articles qui pourraient intéresser des gens de l'armée notamment, parce qu'on parle de géopolitique, de géostratégie, et qui disent quand même, mais attendez, imaginez si la liste des 40 000 comptes, à l'heure où on n'entend parler que de cyberattaques, si la liste des 40 000 comptes qui sont entrés à Bercy a été hackée par un pays étranger, qui pourrait faire chanter la France, parce que dans cette liste, il y a beaucoup de PEP, hein, des personnes exposées politiquement. Vous avez eu le cas, je vous ai expliqué tout à l'heure, Cahuzac d'un côté, et puis de l'autre côté, bon, Monsieur Wörth qui a eu une sortie par le haut du dossier Bettencourt où il était secrétaire de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Mais vous pensez que c'est un cas isolé, Monsieur Cahuzac? Vous imaginez que si le dossier UBS n'était pas explosif, jamais je me serais pris sur la tête les médias, le monde professionnel, le discrédit, les douanes, enfin, c'est pas possible. Donc, si vous voulez protéger notre pays, et je pense éviter à ce qu'il y ait un problème, alors peut-être avec un pays étranger, il est quand même temps de dire, là, peut-être à M. Macron aussi, qui a du mal à créer son nouveau gouvernement, qu'il est peut-être temps de faire quelque chose. Je pense que ce dossier UBS, qui n'a pas été défendu par la gauche en disant mon adversaire c'est la finance et en ayant Cahuzac comme ministre du budget, et puis de l'autre côté avec toutes les affaires de M. Sarkozy, hein, excusez-moi de dire ça comme ça, mais on a quand même un ancien président qui pour le coup a un petit problème avec l'éthique a priori. Oui, je dis ça comme ça, moi, pas juge, n'est-ce pas? Parce qu'en France, il faut toujours dire je ne suis pas juge, je ne peux pas juger, je ne me permettrai pas de juger. Et puis aujourd'hui, on a quand même un ancien banquier à la tête de l'État qui était à Bercy et a écrit, hein, moi j'ai écrit à tout le monde à Bercy, puisqu'ils sont tous passés par Bercy. Ça, c'est important. Hein. Tous ceux qui ont des responsabilités passent par Bercy. Madame Lagarde, celle qui était à Bercy, quand moi j'ai travaillé avec les douanes. Monsieur Sarkozy est passé par Bercy. C'est d'ailleurs lui qui a fait enlever la loi pour rémunérer les aviseurs. Lui qui l'a fait enlever. Pour ça qu'elle a été revotée derrière. Et c'est là-dessus où la justice se bat d'ailleurs dans mon dossier, en disant il n'y a plus de loi. Comprenez, tout est tordu. Monsieur Darmanin, il est passé à Bercy. Monsieur Cahuzac était à Bercy. Monsieur Macron était à Bercy. Bercy, c'est... Alors, quand on parle de pyramide, et bien, vous voyez, au-dessus de toutes les pyramides, il y a celle-là qui dépend d'autres pyramides. Je vous disais, quels peuvent être les liens entre Bercy et le Qatar, Bercy et la CIA. Vous voyez, Monsieur Moscovici, Cour des comptes, il est passé par Bercy aussi. Il est temps que tous les gens voient, et que c'est des gens de gauche comme des gens de droite. C'est ça. Hein, parce que le diviser pour mieux régner, la gauche au pouvoir, ceci, mais non, c'est la droite qui connaît mieux le monde de l'entreprise. Arrêtez, s'il vous plaît, vu ce que j'ai vu chez UBS, vu qui j'ai vu chez UBS, vu ce que je sais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut m'éliminer. Et justement, si je n'étais pas quelqu'un de bien, moi, je vous aurais balancé des noms. Parce que si vous regardez un certain nombre d'articles de presse qui ont été parus quand l'affaire est devenue publique, qu'est-ce qu'on vous a donné comme nom? On vous a donné en gros des noms de joueurs de foot de la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire, on va appâter le tout venant et on va faire avec même des... Moi j'aurais bien aimé travailler au PSG parce que j'ai travaillé dans le football, donc étant parisienne, on aurait pu travailler au PSG avant que le Qatar ne s'y intéresse. Et il y a un entraîneur du PSG, dont je ne vais pas dire le nom, qui est plutôt quelqu'un de bien, plutôt quelqu'un de respecté. Alors,
Moi, je n'ai pas à juger de son éthique, hein, je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour ça. Mais en conférence de presse, il s'est pris des journalistes de chaînes de télé, hein, donc là, des mainstream financés par vos impôts, sur ces comptes offshore éventuels chez UBS. Donc, vous voyez, on stigmatise des mecs parce que... Oui, et il faut un peu en jeter en pâture de temps en temps. Et puis derrière, le système perdure, s'auto-entretient avec tous ces gens qui tiennent le système. Qui est ce Jérôme Fournel à Bercy? Qui est ce monsieur pour être autant protégé, autant au-dessus des lois, autant puissant. venimeux, et puis qui n'en a strictement rien à faire de rien, et qui, le pire de tout, c'est qu'il se cache derrière la loi. Mais c'est ce que m'a expliqué votre, je ne sais pas si on peut dire votre collègue, votre confrère, enfin cet ami qui est policier, qui m'a dit, mais non, toi tu passes sous secret défense, ça n'a rien à voir. Donc c'est entre toi et le ministre. Alors, d'un côté, on me dit, c'est la loi de 95, que vous, les policiers, vous connaissez, parce que ça permet de rémunérer des gens qui vous donnent des informations. Et ça, il y a des gens, des magistrats qui ont travaillé pour Bercy qui me disent, tu passes dans la loi de 95. C'est pas compliqué, c'est pas moi qui le dis, c'est des magistrats qui ont travaillé avec Bercy, le titre de COSP. Ou je suis sur cette loi qui a été repassée en 2017 pour dire, pour les grosses fraudes, c'est plafonné à 1 million d'euros, sauf que pour les grosses fraudes, c'est 12% de la fraude. Eh bien, vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas me payer? C'est parce que c'est 12% de la plus grosse fraude. Donc la fraude, comme on n'arrive pas à l'estimer parce qu'il n'y a pas de chiffre, on sait que c'est 4,5 milliards qui sont transformés en 1,8 milliard pour l'instant. On sait qu'il y a 4,5 milliards qui sont rentrés à la cellule de régularisation sur des comptes offshore UBS, parce que c'est la juge qui a jugé UBS qui l'a dit. Donc c'est qu'elle a bien eu l'information de Bercy. Michel Sapin, il dit 12 milliards sur les 40 000 comptes, mais c'est peut-être 25 milliards, allez savoir. Comment c'est pas savoir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut... Tiens, je vais vous envoyer la vidéo que j'ai faite en disant s'il me paye, je vous dis les projets sur lesquels je vais travailler. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont des enfants, vont avoir des enfants, ou ont des frères et sœurs qui ont des enfants, ou en tout cas ont été enfants. C'est notamment des sujets sur des enfants, parce qu'on voit quand même que la société dysfonctionne complètement et que... Excusez-moi, c'est... On va en parler en aparté, Stéphanie, et pour, oui, organiser, si vous le souhaitez, que cette vidéo soit publiée. On le fera bien évidemment. Je crois qu'il est... Je vais vous l'envoyer tout de suite. De toute façon, moi, je l'avais mise, je ne sais plus, sur Twitter, sur je ne sais pas quoi, mais je vais vous l'envoyer. Ouais. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un moment de... Non, mais vous êtes tout excusé. Moi, je vous remercie parce que vous avez raconté votre histoire, mais derrière la professionnelle que vous étiez, la professionnelle qui a été maltraitée, il y a aussi la femme et il y a la mère, parce que vous avez 2 enfants, je crois. Toute cette histoire a bouleversé aussi votre vie de maman. Et je voudrais, au nom de Police pour la vérité, vous témoigner toute notre gratitude, mais aussi notre admiration la plus vive pour la personne que vous êtes, le combat que vous menez, tout ce que vous faites pour le bien public, en fait, qui n'est pas reconnu, mais c'est un scandale et ça nous brise le cœur. Et c'est pour ça qu'on travaille avec vous, parce qu'on a envie vraiment de briser cette invisibilité dans laquelle on vous a mise. Et on souhaite de tout notre cœur que ces petites vidéos qu'on fait puissent vous remettre vraiment dans l'espace public, sensibiliser les gens, que les gens achètent vos livres, vous soutiennent. Comme vous disiez tout à l'heure, un petit mot là à Bercy, au tribunal qui va vous recevoir. Voilà, que chacun fasse... essayons de créer une chaîne de solidarité avec vous, parce que vous vous êtes beaucoup exposés, mais c'est pour nous que vous vous êtes exposés. Oui, et puis moi, en plus, j'ai aidé tout le monde. C'est-à-dire, justement, si j'avais écrit la traque des lanceurs d'alerte préfacée par Assange, qui n'est pas rien, c'est parce qu'on s'était dit, avec Assange, il faut qu'on fédère. Donc, on va fédérer tous les lanceurs d'alerte, parce que, justement, ça va permettre, en tant qu'ambassadeur de l'éthique, de rassembler tout le monde. Donc, moi, j'ai aidé tous les lanceurs d'alerte français qui sont arrivés après moi. Je les ai aidés à rencontrer des médias. Je les ai aidés à se rencontrer les uns les autres. Qu'est-ce que ça a fait, cette histoire? C'est comme la maison des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire c'est des trucs qui se sont créés avec des pseudo-lanceurs d'alerte. Vous comprenez? En fait, moi, j'ai dégoupillé, j'ai servi de ça pendant 17 ans. Donc maintenant,
moi, il faut que je sorte du passé. C'est-à-dire qu'il faut que je sorte de ces 17 ans, qu'on regarde devant, qu'on essaye de faire autre chose pour qu'il n'y en ait pas un parmi vous qui ait à vivre ce que j'ai à vivre et ce que j'ai vécu. Parce que moi, je l'ai déjà dit plein de fois, je ne devrais plus être vivante avec une histoire pareille. Enfin, l'histoire du Qatar, elle est à tomber par terre. Les menaces du Qatar. Mais attendez, excusez-moi, mais en plus, on vient d'avoir cette Coupe du Monde au Qatar où tout le monde devait se lever contre les droits de l'homme et tout ce qu'on veut. C'est là où on voit toute l'hypocrisie de tout ce système. C'est ça. Mais c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Je vais vous envoyer tout de suite, parce que moi, je n'ai plus y penser. Je vais vous envoyer la vidéo là, que j'ai faite sur les 3 sujets que je voudrais, où il faut beaucoup d'argent. Et justement, l'argent n'est pas magique. Il y a quelqu'un qui avait dit ça, c'est la DRH du BS. Au moment où elle licenciait quelqu'un, elle me disait qu'il fallait payer la personne 5 000 euros. Vous voyez, il n'y a pas d'argent magique. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien mieux que la DRH du BS qui vous a dit aussi la même chose. Hein, et puis, il y a eu de l'argent magique au moment du Covid, hein, si vous voulez qu'on rassemble tous les éléments. Donc, il y a de l'argent, il y en a un, et qu'il faut l'utiliser sur des missions avec des personnes qui ont des talents, des compétences, qui ont des expériences, qui ont des idées, qui ont des motivations, qui ont une expertise et qui ont une éthique. Parce qu'on a mis partout des gens qui vous vendent tout ce qu'ils veulent, mais ils vous vendent quelque chose, c'est comme les politiques. On va arrêter là, Stéphanie, pour aujourd'hui. Je vous remercie 1000 fois. Merci à vous. À très bientôt pour nos capsules à thème. Et j'espère que cette vidéo sera vue, partagée, de façon à vraiment vous mettre en lumière. Merci beaucoup.